partout aiment le football. Nous sommes à la fin des championnats. Et on nous annonce que le prochain championnat risque de commencer dans un mois. Et on ne connaît pas, en Europe, on n'a pas de mercato, des joueurs, des entraîneurs. On ne connaît, il n'y a aucune communication sur ce plan. On ne connaît pas ce qu'un footballeur en Ligue 1 au Cameroun gagne. Ça, c'est de la figuration. Il faut plutôt que les équipes aient des catégories inférieures qui ont leur championnat. Voilà. Et que ce championnat se joue autant que le championnat des autres. À tel enseigne qu'en quantifiant à la fin d'une année le nombre de matchs que le joueur a eu, que ça corresponde à la quantité qu'il faut pour cette catégorie-là. Horizon Sport, c'est tous les vendredis dès 21h. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir madame, monsieur, bienvenue sur le plateau d'Equinoxois. Eno Abraham Egbe, le président du conseil électoral, a donc mis fin au suspense ce jour en rendant publique la liste des 9 appelés à solliciter le suffrage des Camerounais en âge de voter dimanche 7 octobre 2018. Ce sera Paul Biya, Maurice Kamto, Akeremouna, Joshua Nambangi aussi, Adamou Damjoya, Gaga Manadi, Kabla Libi, Serge Espoir Matomba et Franklin Difford pour le 7 octobre 2018. Madame, monsieur, c'est le fait du jour. Ils seront 9 en principe sur les starting blocks le 7 octobre 2018. Pour en parler ce soir, je suis avec Maître Serge Simon Kaka. Bonsoir. Bonsoir César Lomotou, bonsoir à tous les copanélistes et surtout bonsoir aux nombreux Camerounais qui suivent ce programme. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun? Bien entendu. À côté de vous, Mbambok Noui Bengal. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à nos téléspectateurs. Vous êtes journaliste? Journaliste, mais voilà. Lorsqu'on a la charte de Mbombok, c'est au-dessus de toutes les autres. Donc on est Mbombok. Oui. Là, je préfère le mot consultant dans le groupe Equinox. Voilà, consultant Mbombok. Thierry Nyopé, bonsoir. Bonsoir Serge Retour, bonsoir également aux téléspectateurs de cette émission Equinox Soir. C'est un plateau assez relevé, j'espère en être à la hauteur. À côté de vous, Edmond Kamgia, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Lain Outou. Voilà, chef service politique, la nouvelle expression, c'est bien cela? Absolument, je suis très content de me retrouver dans cette émission, ce jour particulier, voilà, qui arrive, où arrive la liste, n'est-ce pas, des candidats à l'élection présidentielle. Et justement, je reste avec vous, quels sont les premiers enseignements de la liste des 9? On va les appeler comme ça. Oui, d'abord je salue tous les téléspectateurs fidèles de cette émission, qui a vraiment pignon dans la rue. Les gens écoutent, suivent cette émission et je tiens à féliciter toute l'équipe qui, depuis le début, a démarré avec cette émission. Les premiers enseignements sont ceux-ci. Le premier, c'est sur le plan de la légalité. On se rend compte que depuis la convocation du corps électoral par le président de la République, sont respectés. Les délais sont respectés. Okay. Aujourd'hui encore, la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle se fait dans les délais. On note également le souci de ceux qui organisent les élections, notamment de l'ECAM, de jouer la carte de leur propre crédibilité. Et le respect des délais va dans le sens de leur propre crédibilité. Le deuxième enseignement, c'est celui de la réflexion qui a eu cours depuis quelque temps au sein de l'opinion publique nationale et internationale sur le poids politique des candidats déclarés à l'ECAM dans le cadre de cette consultation électorale. Beaucoup prédisaient qu'il y aurait soit une quinzaine, soit une vingtaine de candidats qui seraient déclarés out. Et le tri, le tamis de l'ECAM nous montre qu'en réalité, nous sommes fixés sur les candidatures
globale que l'on attendait. C'est-à-dire les principaux candidats qui étaient attendus au regard des candidats déclarés sont là. Des anciens comme les nouveaux. La troisième leçon que l'on pourrait retenir, c'est au niveau de l'âge des candidats. On voit bien que le plus âgé, c'est le candidat sortant, le président Paul Biya, qui est le candidat du RDPC, le parti au pouvoir, 85 ans. Il y a plusieurs candidats qui ont presque le même âge, qui se situent au niveau de la base minimale, 38 ans, que ce soit Serge Espoir Mantomba de plus, Cabral Libye et M. Ndifort. Donc la bataille va être rude entre les jeunes et les anciens, entre les nouveaux et ceux qui ont été vétérans dans cette compétition depuis au moins l'année 92. Parce que dans cette compétition, on se rend compte qu'il y a, parmi les anciens, il y en a 3. Donc, le tiers des candidats est constitué des vétérans qui étaient là depuis 92. Je vais citer Paul Biya, Garga Amanadi. Mais en réalité, Garga n'était pas candidat, mais il était chef d'état-major du candidat qu'on appelait John Fundi. Il n'y est plus comme chef d'état-major de John Fundi, parce que le SDF a un autre candidat qui s'appelle Yoshua aussi. Mais il y a surtout Adamou Ndamdjira, qui revient en force, qui a été pratiquement de toutes les compétitions électorales, sauf celle de l'année 1997, où il avait boycotté le scrutin avec le SDF. Donc, voilà un peu placé le cadre dans lequel on va évoluer entre les jeunes et les vieux, les nouveaux, les anciens, et la bataille des anciens. Maître Kaka, pas de femmes sur un. Comment expliquer ça? Oui, en fait, je pense de mon point de vue que c'est la plus grosse déception au décryptage de cette liste. Je me serais attendu... Mais comme Guy a parlé de la crédibilité du Conseil électoral, et les Kama a joué sa carte. Est-ce qu'il fallait absolument mettre une femme pour que l'opinion se fasse une meilleure idée de la chose? Est-ce que les femmes répondaient aux critères? Non, je pense que les choses ont été faussées dès le départ. Hein. Et là, je vais rejoindre l'analyse d'Edmond pour dire que, vous savez, lorsque vous prenez les camas de structure, il y a la direction générale des élections et il y a bien entendu le conseil électoral. Et lorsque vous lisez les dispositions de la loi de 2012 qui porte le code électoral au Cameroun, on vous définit clairement les missions du conseil électoral. On va vous dire que le conseil électoral veille à la régularité, à l'objectivité, à l'impartialité, à la transparence et la sincérité du scrutin. Et lorsque vous regardez comment les choses se sont passées, on a quand même eu le sentiment, en fait, à la première lecture de la situation, on a l'impression que le conseil électoral a fait son travail dans les règles de l'art. Ma déception vient du fait que je me serais quand même attendu qu'une femme soit candidate. Mais il faut reconnaître que les données étaient déjà faussées dès le départ, avec la candidature de Mme Abiba Issa. Donc l'investiture était quand même sujet à la caution, vous comprenez? Parce qu'avec la décision du ministre de l'administration territoriale qui disait clairement que désormais le porte-parole de l'UPC c'est M. Bapol Ipote, forcément la candidature de Mme Abiba devenait une candidature un peu hypothéquée. Bon, donc sur ce plan, si nous restons sur un plan juridico-légal, ce n'est pas une surprise, mais c'est quand même une déception parce que au sortir de la situation, on se rend compte qu'aucune femme ne va compétir. Alors que le Cameroun est arrivé à un stade où on parle de la parité. Il faut quand même que chaque fois qu'il y a ce genre de compétition, qu'on sente quand même que la gente féminine assume pleinement son rôle. Donc sur ce plan, il y a une déception. Thierry Nyopé, les CAM devaient forcément injecter une femme pour qu'on ne dise pas qu'il y a parité, comme dit Maître Kaka. Il fallait absolument une femme, même si elle ne répond pas aux critères. Non, pas absolument. Maître Kaka n'a pas semblé le dire. Ouais. Mais il parle justement d'une déception. On aurait souhaité effectivement avoir une femme pour apporter une touche de féminité à cette élection. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. On l'a vu lors de la dernière élection en 2011 avec... n'était pas la seule femme. D'ailleurs, il y avait une... Oui, il y en avait deux. Oui, il y en avait deux. Malheureusement, les deux n'ont pas été retenus. Je le soulignais d'ailleurs sur ce plateau, je crois il y a près d'une semaine, que des 28 candidatures qui avaient, en fait, des 28 personnes qui avaient fait acte de candidature, il y aurait moins de 10 personnes qui sont retenues. Je crois que l'avenir nous a donné raison. Mais au-delà des leçons que Edmond
souligné tout à l'heure, il y a une autre leçon qu'on n'a pas semblé beaucoup voir depuis que cette liste a été rendue publique. Il faut remarquer effectivement que les personnes qui ont été retenues sont des personnes qui ont au moins un conseil municipal. Les autres, donc les candidatures libres, où il y avait des candidatures libres, et des personnes qui, n'ayant pas de conseil municipal, devraient se battre pour réunir au moins 300 signatures. Et beaucoup d'entre ces personnes n'ont pas réussi à réunir ces candidatures-là. Il y a certains candidats qui ont été quelque peu abordés par mes soins notamment, et beaucoup disent qu'ils vont effectivement, dans les 2 jours que prévoit la loi, saisir le Conseil constitutionnel pour poser leur doléance. On espère simplement qu'une fois de plus, ils seront écoutés, mais tel que nous l'avions souligné au départ, tout était parti pour qu'on ait au moins, pour qu'on ait au trop 10 candidats, ce qui a été fait. Bambang Mbengane, comment comprendre la mise à l'écart du dossier de Mme Abiba? Je pense que le premier élément, le premier argument a été développé par Maître Kakak, c'est-à-dire que le ministre de l'administration territoriale s'est immixé dans le fonctionnement interne d'un parti politique. Mais deuxième argument, c'est que ce parti même a été, j'allais dire, divisé. Le secrétaire général élu... Est-ce que le ministre a donné des instructions, on va le dire comme ça, au conseil électoral? Non, pas au conseil électoral. Pour que la candidature d'Abiba ne puisse pas prospérer? Non, mais il a donné la latitude à l'honorable Bapor de pouvoir écrire une lettre, suivant cette décision-là, pour amener le conseil électoral à disqualifier la candidature de Mme Abiba Issa. Donc je disais que l'autre élément qui s'ajoute au développement fait par Maître Kakak, que le docteur Balegel Nkot, qui a été élu au même moment que Mme Abiba, a choisi de soutenir la candidature du RDPC, du candidat investi par le RDPC. Donc, logiquement, ça a divisé le comité directeur qui dirige ce parti entre les 2 congrès, où eux aussi, donc le secrétaire général Balegel Nkot a également disqualifié par des lettres, l'a saisi les camps pour disqualifier la candidature de sa camarade, le président parti, pour défaut de qualité, dit-il. Donc, et a amené donc la présidente Abiba de l'UPC à désister. Donc en fait, aux dernières nouvelles, c'est elle aurait désisté, mais elle n'a pas encore dit elle-même clairement. Elle n'a pas encore rendu public. Donc voilà. Ça va s'arrêter là, il n'y aura pas de recours? Je ne pense pas qu'elle puisse faire des recours parce que elle nous a quand même dit, dans la presse, elle a développé une idée selon laquelle elle travaille pour une dynamique de coalition au sein de l'opposition. Je pense qu'elle a déjà rencontré Joshua aussi, je ne sais pas si Cabral et les autres, mais elle a dit tout sauf Paul Biya. Donc elle va vraiment en porte-à-faux contre le secrétaire général de son parti. Edmond Kambia, 18 rejets, ça fait quand même du travail pour a priori pour le Conseil constitutionnel. Oui, 18 rejets, mais c'était prévisible. Donc il y avait beaucoup de figurants? Oui, il y avait on fait de la figuration? Il y avait beaucoup, dire? Oui, en réalité, il y avait beaucoup de figurants. Ils savaient que ça n'allait pas aboutir. Oui, prenons le tout premier cas. Le tout premier à s'être désisté, Isaac Feuzeux, qui était candidat, à peine avoir déposé ses dossiers, qu'il l'annonçait, qu'il s'est désisté en faveur de Paul Biya. En réalité, une bonne partie de ces candidats ne sont pas loin d'être proches de la majorité présidentielle. Donc il y avait beaucoup de figurations. Et puis c'est pourquoi je disais dans la deuxième leçon que je retenais, c'est que la plupart des candidats qu'on attendait sont là. Et que ceux qu'on n'attendait pas véritablement ne sont pas là. Donc en réalité, l'opinion publique, nationale comme internationale, n'avait pas le contenu du dossier, mais elle pouvait observer à travers la carrure des personnalités qui avaient déposé leur dossier, qu'il y a de fortes chances que tel ou tel soit candidat ou ne soit pas candidat. Donc, ces rejets-là, c'est compréhensible. Il va sans dire que certains des candidats dont les candidatures ont été rejetées, les dossiers rejetés, vont certainement saisir le Conseil constitutionnel. Et au terme de contentieux qui va suivre avant la publication de la liste définitive des candidats, on saura s'il y a un ou plusieurs candidatures qui vont s'ajouter à ces 9.
Rappelez-vous, à l'élection précédente, il y a des gens qui avaient saisi la Cour suprême statuant comme conseil constitutionnel. Et puis au moins une des candidatures avait été repêchée. Donc il n'est pas impossible que le conseil constitutionnel saisi donne raison à... Vous parlez de candidature repêchée, il faut aussi prévoir l'hypothèse où on peut... Un parti peut demander qu'une candidature aujourd'hui validée soit invalidée par la suite. Oui, tout est possible. Il y a ce cas de figure. Il y a ce cas de figure également. Il y a ce cas de figure. Et si l'on s'en tient à tout ce que l'on a pu lire dans la presse écrite, voir dans certaines émissions, les débats télévisés ou alors sur les réseaux sociaux, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais il y a des choses à dire, certainement sur le dossier des candidatures qui ont été retenues. Oui. Donc, il n'est pas impossible qu'on en arrive là. On va éplucher l'un après l'autre. Ouais. Voilà, un certain Franklin Ndifo. Bon, qu'est-ce que ça représente, cette candidature? Quelle lecture vous faites sur ce candidat? J'avoue que c'est quelqu'un que je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler de lui. Bon, mais ce que je vais vous dire, Serge Alain, pour répondre à votre question, c'est que en fait, lorsque vous prenez même la liste des candidatures rejetées... Et parce qu'Edmond disait qu'il y a des gens qui étaient attendus, mais lui, c'est comme si... Lorsque vous prenez quand même la liste des candidatures rejetées, le sentiment général qui se dégage, c'est que très peu de candidats, parmi ceux-là, étaient même connus du grand public. Bon, à part le cas de Mme Adiba dont on a parlé tout à l'heure, et peut-être le cas de Jean-Blaise Guet qui est plus ou moins connu. Pour tous les autres, c'est des listes inconnus du grand public. Et on a même eu l'impression, à un moment donné, que c'était des candidatures, j'allais dire, montées pour des besoins de la cause. Hein, pour ne pas dire à des fins de politique politicienne. Il y a des gens qui ont eu ce sentiment. Et aujourd'hui que le conseil électoral rejette ces candidatures, cela donne simplement la confirmation que c'était des candidatures de façade. Et comme effectivement le conseil électoral s'inscrit dans une logique de régularité, dans une logique de transparence, dans une logique, j'allais dire, de sincérité du vote, il a rejeté ces candidatures. Maintenant, comme l'a si bien relevé Edmond Kambia, il y aura certainement des recours. Oui. Mais, objectivement, si ces recours ne sont pas fondés sur des arguments massus, j'ai la conviction que tous ces recours seront rejetés. Mais, personnellement, j'ai quand même des petits remords par rapport à la candidature de Jean-Blaise Guet, qui est quand même quelqu'un qui s'est investi, parce que j'ai vu comment il travaille depuis un bon bout de temps. Il est même passé plusieurs fois sur votre plateau. Il a monté de très bonnes dispositions. Là, on a eu l'impression que le Conseil constitutionnel n'a pas été convaincu par des arguments, pas des éléments qu'il a présentés. On a ajouté sa candidature. Espérons que s'il exerce un recours, le Conseil constitutionnel lui donnera raison par la suite. Est-ce qu'il avait les 300 signatures légalisées? Mais je pense que Jean-Blaise... il a un parti politique. Il a un parti politique. Est-ce qu'il est représenté à l'Assemblée? Non. Il a des élus? Non. Donc, du point de vue juridique, certainement, il y avait des failles. Voilà. Et c'est ces failles que le Conseil électoral a sanctionnées. Maintenant, pour chuter, je pense que ce qui est plus réconfortant pour nous, c'est que les candidats qu'on appelle les candidats de la vraie opposition sont passés. Je pense au bâtonnier Akereta Benmouna, sa candidature est passée comme une lettre à la poste. Je pense au professeur Maurice Kamto, je pense à Cabral Libi-Lingue, je pense à Joshua ici, je pense même au jeune Serge Matumba. C'est des candidatures sur lesquelles le peuple camerounais font des espoirs pour réaliser son dessein de changement, parce que nous ne l'aurons pas. Ce qui préoccupe les Camerounais aujourd'hui, c'est qu'il y ait changement à l'issue de cette élection. Et je pense que ces vraies candidatures qui ont été retenues sont de nature à donner de l'espoir au peuple. Et naturellement, je suis sûr que si ces candidatures, si ces candidats se mettent dans une logique fusionnelle, dans une, j'allais dire, dans une dynamique unitaire, nous pouvons relever les défis et le peuple camerounais sera satisfait. Thierry Yopé, Gaga Manadi, Maître Kakak parlait de candidature, Gaga Manadi, on va le dire, il est encore là, une deuxième fois. Comment comprendre sa présence, une fois de plus? Gaga Manadi, Adamou Damdjoua, pour moi, ce sont des candidatures qui ne devraient pas être... Restons d'abord sur le cas Gaga Manadi. Oui, quelque peu déçu, parce que quand on regarde la carrure du président de l'ADD, quand on regarde son parcours, quand on regarde également le fait qu'il soit
quelqu'un qui a été nommé par le chef de l'État. J'aimerais pas revenir sur sa fonction, et aujourd'hui espère le battre à ce jeu. Quand on interroge également les derniers résultats de la présidentielle de 2011, on était fondé de croire qu'avec beaucoup d'humilité, M. Garga Manadi devait se retirer. Il ne l'a pas fait. On a vu beaucoup d'autres qui avaient fait acte de candidature en 2011 qui sont retirés. Il y avait quand même 23 candidatures lors de la dernière présidentielle. Cette fois-ci, on se retrouve avec 9 candidatures. Nous l'avions souligné ici. Ce sont des candidatures qui étaient attendues. M. Kakak l'a relevé. Ils sont quand même des leaders des formations politiques qui ont investi le paysage médiatique au-delà de l'aspect nouveau qu'est les réseaux sociaux. Ils ont fait le terrain. L'un des regrets, M. Kakak l'a souligné tout à l'heure, c'est la non-participation d'une personne comme Jean-Blaise Gouet, qui a effectivement fait le tour de plusieurs plateaux, même à l'Hexagone, en démontrant qu'il était le candidat là que les Camerounais attendaient, celui qui devait apporter la lumière tant espérée aux Camerounais. Mais il est clair qu'il comptait, parce que n'ayant pas, effectivement j'arrive, oui, n'ayant pas un conseil, au moins un conseil municipal, voilà, dans une quelconque mairie, il espérait fusionner avec une des formations politiques. Sur ce plateau, Maître Momo n'avait pas cité son nom, mais des gens comme Maître Momo avaient été abordés, approchés, comme Maître Akirimouna l'a fait avec l'FPD. Donc il espérait avoir une caution d'une des formations politiques, là, par exemple du PADEC, qui, à la dernière minute, a choisi de se rallier au DPC, ne lui permettant pas d'avoir une candidature en bonne et due forme. Donc il a fallu se rabattre justement au niveau des 300 signatures. Est-ce qu'il les a réunis? Je ne pense pas, mais au moins sa caution des 30 millions a été payée, parce qu'on a vu la quittance. Le reste, on espère qu'il pourra avoir des arguments, parce qu'il a dit dans la presse qui va saisir le Conseil constitutionnel. On espère qu'il aura assez d'arguments pour que sa candidature soit retenue. Bonbon Bengan, sur le cas Adamoun Damdjoya, ce sera la 3e fois? Oui, mais une autre fois malheureuse. Est-ce qu'il n'aurait pas suivi, n'aurait pas été judicieux pour lui de faire comme ni John Frondi, c'est-à-dire passer la main à un jeune? C'est ce qu'on espérait de lui. Déjà, si vous avez vu, j'allais dire, la dislocation de son parti, après la désignation de son épouse pour être portée tête de liste de l'UDC aux législatives, je pense qu'elle termine là la 2e mandature, ça a créé des frictions au sein du parti. Ça a montré que Adamoun Damdjoya, il a fait un peu comme les Français faisaient chez nous, c'est-à-dire il part pour mieux rester. Donc cette donnée, ça a fait en sorte que les cadres, pas le moindre, comme les Yimgamouyo, ont eu des ressentiments que, mais attendez, peut-être que le docteur Adamoun Damdjoya a appelé les Camerounais pour l'accompagner, accomplir un destin politique. Et s'il ne peut pas accomplir ce destin politique, personne d'autre ne peut l'accomplir. Voilà comment je lis sa candidature. Donc, pour moi, j'estime que c'est déplorable. C'est déplorable parce qu'il sait lui-même qu'il ne va pas gagner la présidentielle. Et peut-être même qu'il n'aura pas un score favorable. Et regardez même comment il avait fait du Noun son fief. Et il avait pris tous les arrondissements, bon, au niveau des sièges de députés. Depuis, on commence à les mietter. Il n'arrive plus à avoir les 5. Et même les mairies, il n'arrive pas à avoir tous les mairies. Donc, le RDPC est en train de gagner du terrain progressivement. Mais le voit-il comme ça? Je ne pense pas. Donc, pour moi, il n'aurait pas dû. Il aurait pu soit faire comme Jean-Jacques Kindi. Mais est-ce qu'en dernière minute, il va s'allier à cette dynamique qu'on est en train de créer? Ça aussi, j'ai des doutes. Edmond Kamdia, la montée en puissance du MRC avec Maurice Kamto, aujourd'hui, il fait partie des 9. Est-ce que ça présage un bon résultat pour la présidentielle, docteur? Avant d'évoquer le cas du MRC avec Maurice Kamto, je voudrais dire un mot sur l'UDC. Oui. Je ne partage pas l'opinion de Bobok sur l'UDC. Parce que si le candidat Adamoun Damdjoya a un mérite, c'est non seulement celui de la persévérance en politique, mais c'est celui d'une valeur qu'il appelle, et que ses militants et que les Camerounais connaissent comme l'éthique en politique. Et en cela, je peux vous dire, mais de mon observation, après tant d'échecs, est-ce qu'il ne devrait pas penser à autre chose, à passer là? Vous savez,
quand on veut faire passer une valeur, il faut être persévérant, il faut être patient. En réalité, si vous observez la scène politique comme moi depuis 30 ans, vous vous rendrez compte qu'il a été, avant Paul Biya, au cœur de l'éthique. Quand Paul Biya parle de la rigueur et la moralisation, Adamou Damdjoua l'avait déjà quand il était au gouvernement, dont le Premier ministre s'appelait Paul Biya. C'est lui qui inscrit l'idée de l'éthique dans l'ancien régime d'Aïdjo. Et il veut, dans l'opposition, perpétuer cette valeur-là qui manque. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, toutes les valeurs ont foutu le camp. On ne peut pas penser et dire que la candidature d'Adamou Damdjoua n'a pas de sens. Et sur l'autre point dont parlait M. Bengal, vous dites que l'UDC a été disloqué. Je ne pense pas. Il y a des gens qui quittent son parti pour aller créer leur parti ailleurs ou ils vont dans d'autres partis. Ce qu'on voit à l'UDC, on peut le voir également dans d'autres formations politiques. On peut le voir au MRC, on peut le voir au SDF. Je ne vais pas revenir dans les détails. Des gens ont quitté le SDF pour créer des formations politiques qui n'ont pas marché. Comme une personne, au moins, a quitté l'UDC pour créer un parti politique dont on ne voit pas comment ça se mobilise, ça se concrétise sur le terrain. Donc, en réalité, c'est un reproche qu'on peut faire à toutes les formations politiques, mais au moins, ne serait-ce que sur les valeurs qu'Adamou Damdjoua veut faire rentrer dans le mœurs au Cameroun, je pense que sa candidature a encore un sens. Et sur la montée du MRC, Maurice Kamto? La montée du MRC... Ça présage quelque chose de... Oui, ça présage quelque chose. Pour 2018, octobre 2018. On le voit sur le terrain, on voit Maurice Kamto sur le terrain depuis plusieurs mois. Dans toutes les parties du pays, dans toutes les régions, dans toutes les localités, il est présent. Et ce n'est pas un secret de polichinelle de dire qu'en dehors des deux grandes formations politiques qui sont connues au pays depuis une vingtaine d'années, je veux parler du SDF et du RDPC, le troisième parti qui monte et qui a fait ses preuves en ayant en très peu de temps un député à l'Assemblée nationale et de nombreux conseillers, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto. On a vu, lors des dernières municipales, ce qui s'est passé à Monatélé, on a vu l'impact, la mobilisation du MRC dans des régions qui hier étaient totalement conquises et qui étaient, j'allais dire, le bastion du RDPC. Et visiblement sur le terrain, lorsque nous observons ce qui se passe, avec ce qu'on a vu... Est-ce que la présidentielle, ce n'est pas une autre réalité? Non. Il y a un exemple que je voudrais prendre pour illustrer un peu ce que le MRC donne comme frisson au parti au pouvoir. Regardez ce que Kavaï Yegui Djibril vit en ce moment. Ce qu'il a cru superviser, c'est-à-dire des effigies, des documents, des écriteaux, des banderoles du MRC qui ont été brûlés. L'affaire en justice, je ne vais pas commenter. C'est pour vous dire un peu ce que le MRC est capable de faire. L'impact, c'est-à-dire la réaction qu'il donne au parti au pouvoir. Donc il faut s'attendre à ce que le MRC fasse un résultat important lors de ce scrutin. En tout cas son candidat. Je pense que Maurice Kamto est bien parti pour avoir une très bonne position lors de ce scrutin présidentiel. Akere Tabeng Mouna, lui aussi monte le mouvement Now, mais il a choisi d'être investi par le FDP dans la Damawa. Oui, en fait, c'est une très bonne question. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même faire observer que, bon, je ne suis pas totalement d'accord avec l'analyse de mon frère Edmond Kamgia, parlant de la montée fulgurante du MRC. Moi, je dois dire, il faut que cela soit... Non, on s'appuie sur le nombre d'années. Création en 2012, élection en 2013. Il y a des partis, qui n'ont pas... Vous avez parlé du candidat Akere Tabeng Mouna. Il y a des partis qui sont nés en 95 qui n'ont toujours pas d'élu. Attendez. C'est des faits. Oui, c'est des faits, je suis d'accord. Mais lorsque vous voyez le travail de fourmi que le bâtonnier Akere Mouna a fait en quelques mois, c'est un travail formidable. Lorsque vous voyez le travail que Kabla Libi a fait depuis un an, c'est un travail formidable. Donc on ne peut pas dire que c'est le MRC qui connaît cette montée fulgurante. Moi je pense que ce qui est plus réconfortant, c'est un discours que personnellement je ne pousse pas. Je suis de ceux qui pensent que lorsque nous faisons le décryptage du microcosme politique camerounais aujourd'hui, il y a des forces politiques qui se dégagent. Et c'est ça qui est important. Oui. Et c'est justement pour ça... On en arrive à Cabra. Je voulais répondre à votre question. Oui. Pour dire ceci, lorsque vous voyez le travail de Fourmi qui est accompli sur le terrain,
par le bâtonnier Akérémouna en quelques mois, parce que le bâtonnier Akérémouna n'a pas encore un an en politique. Mais le travail qu'il a déjà battu sur le terrain, c'est un travail formidable. Et je suis convaincu que les idées, les valeurs dont il essaie comment dirais-je, dont il essaie d'assurer la promotion, ces valeurs vont triompher. Et parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que lorsque le bâtonnier Akérémouna fait de la corruption, la lutte contre la corruption, son principal cheval de bataille. Je me souviens encore il n'y a pas très longtemps, sur la tribune des Nations Unies, lorsqu'il disait que la lutte contre le phénomène de la corruption nous fait perdre plus de 2000 milliards. Et que si aujourd'hui nous réussissons à éradiquer la corruption dans nos mœurs, vous allez voir que nous n'aurons même plus besoin de l'aide publique au développement pour se développer. Donc en fait, voilà quelqu'un qui vient et il s'attaque au problème qui victimise, qui fragilise notre société. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, le Cameroun connaît deux principales gangrènes. La première gangrène, c'est la corruption. La deuxième gangrène, c'est la malgouvernance. Et c'est les principaux chevaux de bataille du bâtonnier Akérémouna. C'est le travail de SAP. Donc c'est pour vous dire que je suis convaincu qu'avec ce travail de SAP qui est accompli par le bâtonnier Akérémouna, avec le travail de SAP qui est accompli par le professeur Kamto, avec le travail de SAP qui est accompli par Cabral Libi, avec le travail de SAP qui est accompli par les jeunes comme les Joshua Ishi, aussi comme les Serge Matomba, je suis convaincu que si toutes ces valeurs sûres, toutes ces forces de l'opposition se mettent ensemble au soir du 7 octobre, quelqu'un sera en retraite. En fait, ça c'est ce que je pense sincèrement. Voilà, Thierry Niopé, de bonnes choses, hein. Tout ce qui est... Les candidats qui ont été retenus, c'est du bon, la bonne crème. Faudrait quand même... Parce que le repos qu'on lui fait, on regarde tout ce qui se passe en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, il y a un renouvellement de la classe politique, ce 7e mandat. Vous avez quand même écouté sur il y a quelques jours. Le cas Ouattara aussi. Voilà, justement, je voulais parler du président Alassane Ouattara. C'était pas le mandat. Qui a souhaité effectivement que à partir de l'année prochaine, qu'il y ait une sorte de renouvellement. Ne suit pas ce que les autres font. En même temps, Paul Biya, le président Paul Biya vous dira qu'il a été appelé par le peuple et il a répondu favorablement à ces multiples et incessants appels. Je ne suis pas militant du RDPC, je n'en ai pas la prétention, je ne souhaiterais même pas l'être. Donc voilà, en réalité, peut-être l'une des raisons qui ont poussé le président Biya, parce qu'il a dit lors de sa sortie, qui a annoncé sa candidature sur Twitter, qu'il accepte les appels. Et voilà, c'est la raison pour laquelle il se présente. Maintenant, est-ce une stratégie, un stratagème déployé par les cadres du RDPC pour faire passer la pilule pour le Biya? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que quand on observe les candidatures qui ont été arrêtées, qui ont été retenues par les Camille, il faut s'en féliciter. Il y a je crois il y a un changement de paradigme. Il y a de nouveaux visages. Il y a quand même des gens à travers lesquels beaucoup de Camerounais peuvent s'identifier. Je vous rappelle quand même que la masse camerounaise est assez jeune. Quand vous regardez Amadou Adamou Damdjoya qui a 76 ans, vous regardez Serge Espoir Matomba qui a 38 ans, Cabral Libi 38 ans, Joshua aussi je crois 49 ans, et ce sont des âges qui s'approchent plus ou moins de ce qu'on voit en France, de ce qu'on voit au Canada et de ce qu'on voit, pourquoi pas, même en Grande-Bretagne. Ce sont des exemples qui méritent d'être encouragés. Je crois quand même qu'à partir de ces candidatures-là, les jeunes vont davantage s'impliquer dans le processus électoral au Cameroun. Ils iront au vote. Il y a près de 6,5 millions d'inscrits sur des listes électorales alors qu'il y en avait moins en 2011. Est-ce que cette masse qui s'est fait inscrire ira effectivement voter? Il faudrait amener les gens à voter et à défendre leur vote. Et à partir de là, peut-être que les choses pourraient changer. On n'a pas besoin d'une élection à deux tours pour faire vaciller le candidat du RDPC. Vous avez vu, en 1992, il y a eu une sorte de coalition, une sorte de, pas de candidature unique, mais une véritable force de changement qui a fait quelque peu fait basculer les choses au point où beaucoup se sont amusés à dire que, bon, beaucoup ont dit que Nidjon Fundi avait gagné, d'autres mais l'avenir quand même nous a démontré que c'est le président Biya qui a été investi, donc c'est le président Biya qui avait gagné cette élection. Donc il est possible d'arriver à cela. Ce sont des paradigmes nouveaux. Aujourd'hui, le mode de communication a quelque peu évolué. Les réseaux sociaux
ont pris davantage d'ampleur. On a écouté à peine les candidatures retenues, Maître Kerimuna, on a écouté Joshua aussi, on a écouté je crois même le professeur Maurice Kamto, donc même Cabral Libi. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'attendre la télévision encore ou la radio pour passer un message. Aujourd'hui, le message passe à une vitesse de lumière. Il faudrait justement que chacun se mette à la page. Et Noebengan Bombok, la présence, on va appeler ça le Big Four, hein? Joshua aussi, Akeremuna, Maurice Kamto et Cabral Libi, voilà. Est-ce que ces quatre, le fait qu'ils soient encore, qui n'est pas encore formé cette coalition, que beaucoup demandent, ne fait pas les affaires du RDPC, du candidat du RDPC? Non, je ne pense pas. Mais je voudrais quand même souligner que Damjo, en désignant son épouse, qui n'est pas Simone Gbagbo, c'est pas de l'éthique en politique. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais voilà. Moi, je vois 5. Donc, oui. En plus des 4 que vous avez cités, je peux ajouter celle d'Espoir Matoba. Non, je pense que le peuple camerounais est mature. Mature, c'est-à-dire, si vous écoutez le débat, même dans les réseaux sociaux où les gens s'insultent, on vous dit, que propose-t-il? Voilà. Donc, il me semble tout à fait normal que chaque candidat propose d'abord au peuple camerounais ce qu'il pense de l'école, de la santé, de l'économie. Il a parlé tout à l'heure de la corruption et de la bonne gouvernance. Donc, on attend de voir, puisque dans une élection qui n'a pas 2 tours, il faudrait que les identités propres de chaque parti politique ou alors de chaque candidat soient déclinées, ne serait-ce que dans des grandes orientations. Et c'est sur la base de ces grandes orientations-là que les partis vont s'entendre. Parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on dise au peuple camerounais que mais vraiment l'opposition doit s'unir. Au sein de l'opposition, il y a l'opposition présidentielle. Il y a l'opposition présidentielle et il y a les vrais opposants. Je pense que j'emploie là un peu les termes qu'a développé Maître Kaka tout à l'heure. Il y a des vrais, il faut le dire. Et moi, je ne considère... Qui est vrai? Je ne considère pas Garga Amman, Adamoun Damjoya comme des vrais opposants. Voilà. D'abord, regardez la sortie de Garga Amman le 20 mai. Quel langage a-t-il tenu envers le SDF qui a et le MRC qui a défilé les mains sur la tête, le SDF qui a défilé torse nu? Regardez, écoutez, j'ai pas envie de reprendre les termes de ministre Garga Amman qui a dilué. C'est ça qui fait de lui fait qu'il soit plus un vrai opposant. Effectivement, qui a dilué son passé qu'on pourrait dire glorieux. C'est-à-dire ayant commencé la chasse aux baleines, et ayant constaté que la plus grosse baleine à l'époque, c'était le couple présidentiel de l'époque, on lui empêche de continuer la chasse aux baleines, il quitte du gouvernement, et qui vient maintenant, une vingtaine d'années après, vous dire, mais non, c'est lui, il ne faut pas le faire devant lui, il faut pas... Mais attendez, ça veut dire qu'il s'est déni. Il s'est déni complètement. Donc, les 5 autres doivent, je pense que nous avons encore jusqu'au 5 ou 6 octobre pour que les Camerounais se disent, mais voici ce que le bâtonnier Akere pense, lui qui a dirigé Transparency, voici ce que Maurice Kamto pense, lui qui pense, Cabral Libi, ainsi de suite. Et sur la base de ces grandes orientations, voilà où ils ont entendu. Et je pourrais les ajouter quelque chose. Par exemple, dans la configuration actuelle, je vais attendre, puisque c'est eux qui aspirent à gouverner le pays, que vont-ils proposer? Ont-ils des solutions pour ramener notre Cameroun? Parce que là, on dit oui, le Cameroun est uni, mais là, il est divisé pour le moment. Oui. Est-ce que l'élection aurait lieu dans l'ensemble du territoire? Comment on va y aller? Donc, comment pense-t-il résoudre ce problème? Parce que personne de nous ne veut la partition du Cameroun. Comment vont-ils y arriver? Puisqu'il y aura une bonne portion de la population. D'abord, il y en a, on me parlait de 60 000 qui sont au Nigeria. D'abord, les déplacés internes aussi. On ne sait pas encore combien ils sont. Est-ce que les 2 régions vont vraiment voter de manière sereine? Donc, à la base, dans leur développement, ils vont nous dire, et là, je pense que les rapprochements seront faits. C'est pas, et surtout, même s'il n'y en a pas, on peut battre Paul Biya avec ceci. Ça veut dire que les Camerounais doivent d'abord commencer par l'élimination. Pourquoi pas? Quelqu'un vous dit en 2004, priorité des priorités, infrastructures routières. Et il n'y a rien du tout.
vous allez demander aux Camerounais que vont comparer. S'il y a des comparaisons à faire, on dit c'est lui qui est là. On a vu ce qu'il a fait. Donc il n'y a rien depuis 2004. Mais vous avez vu les routes quelque part? Vous ne les voyez pas? Mais je vous dis, d'abord, regardez le port qui a changé de nom 3 fois. Port en eau profonde de Kribi devient complexe industriel au portuaire de Kribi. Maintenant, on parle du port autonome de Kribi. Comment cet enfant qui change de date de naissance au bout de cette... Et la route qui doit lier le port de Kribi à la route, 32 km. Le Cameroun n'arrive pas à donner ses 15% de participation pour qu'on commence. L'autoroute qui doit relier les 2 principales villes du pays. On vous dit on est à 40% du taux. Voilà. Ça, rien n'avance. Oui, on n'est pas voilà. Babadjou Bamenda, la BAD nous a donné 115 milliards, apparemment rien. Et le ministre Nganou Djoumessi, quand les ponts, les bus se font, il vous dit il va procéder au ce n'est pas encore la campagne, vous ne dites pas encore. Non, je reste là sur la on ne critique pas encore les programmes des candidats et des partis politiques. C'est pas le programme. Priorité des priorités, quand il a mis le peuple derrière, il était devant. Ça, je suis encore en 2004, je ne suis pas en 2011. C'est le président Biya qui a à défendre. C'est le président Biya qui a à défendre. Voilà. Oui, Maître Kaka. Oui, je voulais juste rebondir au propos de Mbombo Mbengan pour dire que il doit être rassuré. Le Big Five, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, ça veut dire le bâtonnier à Kereta Benmouna, Joshua Kamto, Joshua aussi, Kabra Lebi et Serge Espoir Matomba ont les moyens de rassurer les Camerounais et même en évoluant en rang. Non, écoutez. Je dis, ils ont des choses concrètes à proposer aux Camerounais pour atteindre l'objectif du changement. Parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est le changement systémique à l'issue de l'élection du 7 octobre. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, là également vous devez être rassurés, les tractations sont en train d'être faites. Oui. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais je suis sûr que le peuple camerounais... Maurice Kamto a donné rendez-vous au lendemain de la publication. Donc nous attendons demain. Sont sur la même longueur. Non, on ne peut pas parler ça la manche. Tout le monde est convaincu que la seule façon, le seul stratagème, la seule stratégie qui va, j'allais dire, chambouler toute la machine RDPC, c'est une dynamique unitaire. C'est une coalition. C'est ce que j'ai toujours appelé le Front uni de l'opposition. Et ce Front uni sera établi. Je suis convaincu que tous vont s'entendre et ils auront des choses à proposer aux Camerounais. Ils vont rassurer les Camerounais et les Camerounais vont leur faire confiance. Donc je n'ai pas de doute là-dessus. Maintenant, ce que je voulais dire pour chuter, c'est que parlant de la candidature, des candidatures, des vétérans de la politique, que sont Garga Manadji et Adamou Damjoya, personnellement... Non, Paul Biya, c'est le pouvoir. Moi, je parle de candidats de l'opposition. Oui. Parlant de ces 2 candidatures, je ne suis pas... Mais Mbambok a dit tantôt que ce n'étaient pas des vrais opposants. Non, je ne peux pas dire que Damjoya et Garga Manadji ne sont pas des vrais opposants. Je ne peux pas partager cet avis. Mais ce que je peux quand même faire observer, c'est que c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Ils ont essayé de se battre comme ils ont pu, mais ils n'ont pas pu apporter le changement auquel aspire une frange majoritaire des Camerounais. Mais de là à les exclure du champ politique, ce n'est pas suffisant. Moi, je pense que leur présence peut valablement apporter de l'expérience et de l'encadrement au Big Five dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà, retour sur le plateau d'Equinox Soir, toujours en compagnie des experts pour débriefer l'actualité du jour. Et nos Abraham Egbe, je vous l'ai dit, a sorti la liste des 9 appelés à solliciter les suffrages des Camerounais en âge de voter le 7 octobre 2018. Mais avant cela, je vais commencer avec vous, Thierry Nyopé. Vous avez regardé, comme tout le monde, ce reportage sur la route Lac-Seignala-Château-Rail. Quel premier commentaire? Il faut dire ça, j'en ai autour que la route Logbaba-Nyala
Yassa, est devenu pour moi comme un véritable... en réalité, c'est un combat que j'ai pris sur moi depuis quelques mois, parce qu'il est inadmissible que le Cameroun, un pays qui s'apprête à vivre la CAN dans quelques mois, ait de pareilles routes. On a comme l'impression que le ministère de l'urbanisme, c'est de l'habitat, ne fait pas son travail. Il y a même le ministère de la décentralisation qui a été récemment créé. Malheureusement, bon, on peut quand même lui permettre de travailler encore jusque-là, mais il y a quand même au niveau de la ville de Douala, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, il y a même des collectivités territoriales décentralisées, notamment la mairie de Douala, troisième, qui pouvait, ne serait-ce que pour permettre aux automobilistes de circuler, verser la pause et lente. C'est ce qui se fait généralement. Malheureusement, rien n'est fait jusqu'ici. On n'arrive pas à comprendre comment... Est-ce que la pluie n'est pas un facteur limitant? C'est jamais tout. J'ai eu peut-être la maladresse de parcourir cet axe pendant quelques temps et le véhicule en a souffert. La pluie n'a rien à voir. À l'époque, avant que la saison pluvieuse ne commence, on entrait dans des trous d'une profondeur d'1,5 mètre. C'est inadmissible dans la capitale économique. La pluie n'a fait que venir remplir ces trous, au point où les automobilistes ne savent même plus par où passer. C'est la raison pour laquelle vous avez vu des accidents sur cet axe. Il y a des gens qui ont perdu leur vie parce que, voulant éviter des trous, se retrouvaient parfois face à un camion et le pire a tout fait d'arriver. Il faudrait que ceux qui nous gèrent aient le courage de dire que trop c'est trop. On ne peut pas comprendre où est passé le délégué du gouvernement. À quoi sert le budget de la communauté urbaine de Douala? À quoi sert le budget du ministère de la Ville? Laissons même le ministère des Travaux publics. Prenons le ministère de la Ville. Il s'agit quand même du développement décentralisé. Qu'est-ce qui est fait concrètement? On s'apprête à vivre la CAN. Cédric l'a dit tout à l'heure. C'est une route qui va desservir l'un des plus grands stades qui va abriter l'une des poules de la CAN, le stade de Japoma, qui est en phase de finition. Jusqu'ici, les gens vont rallier cet axe comment? Vont-ils passer du côté du village? Donc l'axe est assez circulable, en dehors de quelques bus qu'il faudrait remplacer. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et la dernière fois que la bus s'est effondrée, c'était le cauchemar. Okay. Pendant 4 jours, les populations ont vécu le cauchemar. Vivement que ceux qui nous gèrent fassent suffisamment d'efforts, parce qu'on a comme l'impression que ceux qui gèrent le Cameroun ne sont pas des Camerounais, ils sont en transit et le moment venu, ils prendront famille, enfants et bagages, partiront dans leur pays respectifs. Bon, Megan, comme pour les stades, vous croyez qu'en décembre 2018, cet axe-là sera prêt à être utilisé normalement? Moi, je sais 2 choses. La première, l'actuel directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, quand il venait de prendre le pouvoir, il a dit « J'ai 5 000 milliards pour le Cameroun. Je ne peux pas dépenser un seul sou parce que les projets comme présent n'arrivent jamais à terme. » Et les 10 projets sont même très mal ficelés. Oui. Même la manière de monter le dossier pour prendre bénéficier de cet encaissement n'est pas bien élaboré. Il est encore en poste. Ça veut dire quoi? Ça nous a traduit à la deuxième chose. J'ai parlé du port de Kribi tout à l'heure. Comment on peut construire un port? On oublie de desservir le port. C'est-à-dire que les conteneurs restent parqués en ville, en brousse, je veux dire, et on n'a pas prévu ni de voie ferrée ni de voie routière. C'est 32 km entre le port de Kribi et là. On n'a rien prévu. Troisième chose, on construit le barrage de Memvélé. On produit le courant électrique. On oublie de transporter le courant électrique pour les populations, pour les ménages. Mais écoutez, comment vous pensez donc qu'on pouvait imaginer construire un stade et desservir le stade? On construit le stade en brousse et les voies d'accès, on les laisse. Donc, c'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être les équipes prendront par hélicoptère pour aller jouer. Maître Kakak, aussi pessimiste que Bambak Bengan, vous croyez que rien ne sera fait d'ici décembre 2018 pour arranger cet axe-là? Je ne sais pas si quelque chose sera fait. Mais avant de répondre à votre question, César-Alain, permettez-moi de vous faire observer que j'ai l'habitude de dire à mes proches que la malgouvernance qui gangrène notre pays a fait que l'intérêt du Cameroun et des Camerounais n'est plus au centre de préoccupation de nos gouvernants.
Parce que en fait, je ne sais pas si c'est de l'inconscience, je ne sais pas si c'est de l'ignorance, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi. Mais moi, je pense que c'est la mauvaise foi. Vous ne pouvez pas concevoir qu'une capitale, qu'une ville comme Douala, qui est la capitale économique du Cameroun, qui produit plus de 80% des richesses de ce pays, et la capitale politique qui est Yaoundé, pour faire un déplacement entre ces deux villes, je vous dis la vérité, parfois vous faites 5 heures de temps dans la ville de Douala. Moi j'ai l'habitude de quitter ici à 5 heures du matin, mais pour sortir de la ville, on fait 4 heures de temps pour arriver à Yassa. Parce que effectivement, les gouvernants n'ont rien fait pour construire les routes dignes de ce nom. Lorsque vous allez, moi il y a 3 jours, j'ai eu des soucis. Parce que ma voiture, effectivement, c'est embourbé là-bas à Niala. J'ai payé plus de 20 000 francs pour que les enfants me tirent de là. C'est vous dire quoi? C'est vous dire que si rien n'est fait, si rien n'est fait le 7 octobre, pour que le type de gouvernement qui est là en ce moment soit remplacé par des gens qui brillent par leur amour pour la patrie camerounaise, je suis convaincu que ce pays sera détruit. Vous ne pouvez pas concevoir. Parce que même le fameux pont qui s'est... Détruit par qui? Écoutez, je suis clair dans mon propos. Je suis en train de vous dire que tel que nous sommes en train de fonctionner, si nous continuons avec le même système de gouvernance, d'ici 5 ans, on ne parlera plus du Cameroun. Parce que lorsque vous parlez de la CAN, il y a des situations très préoccupantes. Il y a des situations très préoccupantes. Parce que lorsque vous... Mais le changement passe par les urnes, hein, le 7 octobre. Oui, les jeunes. Mais si les jeunes trouvent un pays de... Les urnes. Les urnes. C'est bien. Le changement va passer par les urnes. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je suis convaincu que le peuple camerounais a pris, j'allais dire, la mesure de la situation. Et tout le monde va aller voter. C'est vrai que, comme vous l'avez si bien relevé tout à l'heure, il y a beaucoup de Camerounais qui ne se sont jamais inscrits sur les listes électorales, qui se sont inscrits cette fois-ci, et qui ont la détermination de tout faire pour qu'il y ait un changement. Parce que si ça continue comme ça, j'ai le sentiment qu'on ne va pas sauter l'auberge. Je vais vous dire quelque chose. Il y a une situation même qui est plus grave. Lorsque vous imaginez qu'on nous a attribué l'organisation de la CAN il y a en 2014, bon, les gens n'ont rien fait. Ça peut passer. Mais ce qui est plus grave, c'est que toutes les infrastructures que nous réalisons dans le cadre de la CAN, c'est sous forme d'endettement. Ça veut dire que le pays ne fait que s'endetter pour construire même un stade d'entraînement. Aujourd'hui, tout à l'heure, Mbombo parlait du directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, M. Evina, qui a dernièrement sorti un document où on parlait de l'encours de la dette du Cameroun qui va déjà à presque 6 500 milliards de francs. Absolument. C'est parce que nous nous endettons. Même pour faire une salle de classe de 5 millions de francs, on s'endette. Et cela pose un problème. Cela pose un problème. Si aujourd'hui, les choses viennent à changer au pays, qui va payer toutes ces factures? Ça va être compliqué. C'est pour vous dire ceci, pour chuter, qu'en fait, le vrai problème, c'est que l'impression que nous avons, c'est que ceux que nous gouvernent, personne ne travaille pour le pays, personne ne travaille pour le peuple, tout le monde travaille pour soi-même. C'est ce que je voulais dire. Edmond Kamgia, vous aussi, vous pointez un doigt accusateur sur le délégué du gouvernement, pour ce qui est de la ville de Douala. En réalité, je m'associe à tout ce qui a été dit par mes prédécesseurs panélistes, parce que tout ce qu'ils ont dit est réel et sérieux. Un lac de cratère en pleine cité économique. Parce qu'on a vu là, c'est un lac de cratère. Des voitures qui plongent, des motos qui plongent, des véhicules de tous les niveaux qui plongent dans l'eau. Et quand ils veulent éviter des trous plus profonds, ils vont à gauche ou à droite et il y a collision. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. En réalité, il faut dire que c'est le procès de la gouvernance que l'on pourrait faire. Et le moment est approprié pour les électeurs de poser dans l'urne le bulletin qui permet de dire non, ce cinéma-là, ce cycle permanent, on n'en veut plus. Donc vous voyez le 7 octobre comme une journée de vote sanction? C'est une opportunité pour les électeurs de décider qu'ils veulent vivre autrement dans la ville de Douala. Et ce n'est pas seulement dans la ville de Douala. La plupart des localités du pays, notamment les villes qui vont abriter la CAN 2019. À Bafoussam, c'est pareil. On ne sait pas comment est-ce que
les équipes, les joueurs, tous les personnels vont aller au stade à Bafoussam. C'est pareil à Yaoundé. C'est difficile en cette période de pluie qui a aggravé la situation. Mais on pouvait prévoir ça, je le dis toujours. Ce qui arrive n'est pas nouveau. C'est chaque année qu'on voit ça. Oui. Donc il y a un manque de volonté, et j'allais dire une inconscience systémique de ceux qui nous gouvernent. Voilà, il faut que ça cesse. Vous gardez la parole, Edmond Kamgia. On a suivi tout à l'heure, Cabral Libye, il a proposé des primaires internes pour choisir le candidat. Et j'observe que... Les membres du Big Five, il a parlé de 8. Chacun devra écrire le nom d'un autre candidat sur un bout de papier. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que Cabral Libye dit exactement ce que nous avons essayé de dire ici avant le journal. Oui. Qu'il est important que le Big Five se réunisse et puisse trouver parmi eux des critères qui leur permettent de démontrer à l'électorat que nous voulons que le 7 octobre, au soir du 7 octobre, que ce soit les forces du changement qui aient eu le dessus sur les forces conservatrices. Et Cabral Libye est très clair, je pense qu'il est égal à lui-même. Depuis le début, il parle des primaires de l'opposition. Il parle des primaires. Il a peut-être simplifié la chose. Il a simplifié la chose, qu'il faudrait prendre un bic et écrire le nom d'une autre personne que vous-même. En réalité, permettez-moi de dire, c'est original ce qu'il dit. Parce qu'en réalité, il s'inspire. C'est la méthode Cabral Libye. Non, la méthode Cabral Libye est basée sur une méthode qui existe dans l'Église catholique, à la chapelle Sistine. Quand les cardinaux faut choisir le pape. Pour choisir le pape. Mais vous après la fumée. Oui, avant qu'on sorte de la fumée. Mais vous, chaque cardinal écrit le nom de la personne parmi eux qu'il pense pouvoir être la meilleure, à donner le meilleur de lui-même à la position papale. Donc en fait, c'est ce que Cabral lui dit. Il ne dit pas que chacun a la possibilité d'écrire son nom, il dit que une personne autre que lui-même. Moi, je pense que c'est fondamental, s'il est sincère. Et ça rentre également dans ce que je disais tantôt, quand je prenais le scénario possible. Imaginez Cabral Libye dit à toute la jeunesse camerounaise, à tous ceux qui veulent voter pour lui, en démontrant dans un plaidoyer objectif que je pense qu'il faut voter pour tel qui représente, qui symbolise les forces du changement. Et ce serait capital. Et je pense en définitive, pour chuter, que le moment est venu. C'est un appel que j'adresse à l'ensemble des candidats qui ont été retenus, notamment ceux de l'opposition. Si vous êtes véritablement patriote, si vous aimez ce pays, voici le moment de démontrer que vous croyez à l'intérêt général du Cameroun. L'intérêt particulier, il faut le surpasser, il faut le dépasser. La balle est dans votre camp. Thierry Nyopé. Oui, je chute. Hein, en fait, je reprends au niveau de la chute de Edmond Kamgia, en épousant les thèmes de Maître Akere Mouna, qui a souligné justement à quelques heures après la promulgation, je le dirais ainsi, des 9 candidatures, en fait de la liste, ou la shortlist des personnes qui ont été retenues. Maître Akere Mouna l'a dit. L'intérêt des personnes ou des membres de l'opposition, des candidats de l'opposition, devrait être au-dessus de l'intérêt de chaque candidat. Et il se met à la disposition justement de cette opposition-là pour qu'ensemble, ils mettent au devant de la scène l'intérêt de tous les Camerounais. Parce que selon lui, il est temps, plus que jamais temps, de faire basculer les choses. Et cela est possible. Si le syndrome de 1992 a existé, il est possible qu'en 2018, cela existe. Il n'y aura peut-être pas, Edmond Kamgia l'a souligné tout à l'heure, un candidat unique de l'opposition. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto l'a dit, cela sera un leurre. Ouais. Parce que Bombo Benga le soulignait tout à l'heure, Garga Manadi, Adamou Damdjoua n'accepteront pas. Maurice Kamto l'avait d'ailleurs dit sur le plateau du journal d'Equinox. Il a tenté de rencontrer Adamou Damdjoua, cela a été impossible. Il a même essayé avec Bello Bouba pour le compte de l'UNDP, rien n'a été fait. Mais les autres, quand même, ont été approchés et il y a eu quelques intentions au niveau de cette volonté de s'unir. On espère simplement que cette fois-là, le Big Five pourra effectivement, parce qu'il y a des travaux qui sont menés là-dessus. Vous avez écouté Paul Maël qui représentait la candidature de Maître Akere Mouna, qui vous dit effectivement qu'ils sont disposés, Cabral Libye, qu'on soupçonnait de ne pas être prêt
à s'unir avec les autres, est disposé également à le faire. Donc, il y a ce véritable changement de paradigme, cette jeunesse, et on espère simplement que les intérêts égoïstes et égocentriques des différents candidats ne viendront pas primer sur l'intérêt collectif du peuple camerounais. On a comme l'impression, Maître Kaka, qu'à l'allure où vont les choses, qu'ils sont finalement en train de comprendre que c'est l'union qui va faire la force. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai dit clairement que toutes les grandes forces de l'opposition ont compris que la seule solution pour évincer le pouvoir RDPC, c'est la coalition. Mais ce que je vais dire pour rebondir au propos de Edmond Kamgia, c'est que, vous savez, non, c'est pas c'est Tino qui a parlé du bâtonnier Akiremouna. Vous savez, si vous connaissez l'homme Akiremouna, il y a deux choses qui caractérisent ce personnage. Première chose, c'est quelqu'un qui a toujours été un homme humble. Et c'est quelqu'un qui n'est pas attaché à sa personne. Vous savez, ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Le bâtonnier Akiremouna a abandonné des revenus mensuels de près de 20 millions de francs pour briguer la magistrature suprême au Cameroun. Très peu de Camerounais peuvent le faire. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que le bâtonnier Akiremouna a abandonné ses revenus, ce qu'il gagnait tous les mois, à hauteur de 20 millions de francs. Il a abandonné tout ça parce que, en fait, le pays l'interpellait. Il a compris qu'il a quelque chose à faire pour que le pays sorte de l'auberge. Ça, il faut le faire. Et il faut être Akiremouna pour le faire. C'est pour vous dire que Akiremouna ne pense pas à lui-même. Il pense au peuple camerounais. Et il est prédisposé à discuter avec les autres, pas dans l'esprit d'être forcément numéro 1, ou bien le tireur de pénalty pour reprendre l'expression de quelqu'un. Non, il n'est pas comme ça. Il est là pour travailler pour le peuple, il a les moyens, il a les outils qu'il faut pour travailler pour le peuple. En réalité, c'est ce que nous souhaitons. Maintenant, pour chuter, je vais revenir sur la proposition de Cabral tout à l'heure. Quand Cabral parle de... Enfin, il explique maintenant, j'allais dire, le contenu de ce qu'il a appelé les primaires de l'opposition. Parce que dans un, il avait parlé de ça il y a quelques mois. Très peu de gens avaient compris parce que personnellement, j'avais... Peut-être pas sous la formule qu'il a énoncée aujourd'hui. Oui, mais parce que la formule qu'il a... Il a voulu simplifier les choses apparemment. La formule qu'il avait proposée à l'époque posait beaucoup de problèmes parce qu'on ne savait pas qui... Oui, Maurice Kamto justement demandé qui serait l'électeur, qui devait financer l'élection et comment ça allait se passer concrètement. Donc c'était très difficile. Mais je pense que la formule qu'il propose maintenant, c'est une formule simplifiée et je pense que s'il essaie d'en discuter de manière plus sérieuse avec tous les autres protagonistes de l'opposition, tout le monde va accepter et c'est de cette manière que cette coalition pourrait être mise en forme. Sur la méthode Cabral-Libye. D'abord, c'est cette méthode qui est utilisée par les footballeurs depuis 1901. À chaque fin de match de football, le capitaine désigne le meilleur joueur de l'équipe adverse, y compris l'entraîneur de l'équipe. Il désigne le meilleur de l'équipe adverse. Donc c'est l'esprit fair play en réalité. Et c'est ça qui traduit qu'il est prêt à désister si son nom ne paraissait pas. Mais l'autre chose que je voudrais ajouter à cela, est qu'en plus... Est-ce que la base va comprendre ça? Oui, absolument. Absolument. Que vous ayez abandonné... Edmond Kamga et moi, qui avons couvert les premières élections multiparties dans les années 91, il est arrivé des moments où on nous dit, mais présentez-nous quelqu'un, même un pousseur. Parce que nous voulons enlever le président Biya. On a entendu ça dans nos reportages. Même si, donnez-nous quelqu'un, même si c'est un pousseur, même si c'est qui. C'est-à-dire que le peuple attend ça. Et c'est d'ailleurs ce qui a... j'allais dire ramolli le peuple et que Cabral encore lui est venu raviver. Mais l'autre chose que j'ai vu en recherchant cela, il faut, moi, de mon point de vue, fragiliser le camp d'en face. Fragiliser le camp d'en face voudrait dire, par exemple, Bello Boubaki a refusé de rencontrer professeur Kamto. Il a ses militants de base dans le nord-ouest et le sud-ouest qui lui ont envoyé un mémorandum dernièrement. Mais monsieur le président, vous vous alliez à quelqu'un qui lui refuse de comprendre notre problème. Ça veut dire qu'il y a un vivier électoral UNDP dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui attend preneur. L'autre chose qui va fragiliser cela, vous avez parlé des routes. Le fief du RDPC, les régions du centre, sud et est, qu'on privilégie ça, ils sont dans quelle situation dans l'avenir routier? Il semblerait de revisiter le programme de campagne du candidat du RDPC. Vous êtes le fief, Ateba Yenepé à son nom parlait du pays organisateur. Le pays, est-ce que le préfet de l'océan qui va à Réunion
chez son patron, chez son supérieur hiérarchique à Ebolova, il est obligé d'arriver dans le littoral parédien, d'aller à Boumiébé, déjà c'est le centre, arriver à Yaoundé et repartir à Ebolova. Pourquoi ne peut-il pas passer par Akom 2? Parce qu'il n'y a pas de route. Parce qu'on ne veut pas faire de route. Dire que le président Biya abandonne ses propres frères de sang, comme on l'aime le dire, le pays organisateur, ce n'est pas une injure, c'est un constat. Et l'autre chose, c'est revenir dans le renforcement de la démocratie. Je termine par là. Oui. Comment allons-nous amener nos institutions à être crédibles? D'abord, les sorties de M. Vinan. Quand je l'évoquais tout à l'heure, il lui dit, la dette du Cameroun va être excessive. Nous avons réussi à mobiliser les fonds pour injecter dans l'économie, mais voici les conditions. De la même manière, amenons notre justice, notamment le Conseil constitutionnel, à tabler sur des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Le représentant régional de l'ECAM pour le littoral a dit, les candidats qui sont là peuvent même imaginer, vérifier, avoir leurs arguments tels que tel n'a pas de résidence continue, tel autre. En est de même amené à la disqualification du candidat, de la candidature de Paul Biya. Comment ça? En appliquant les dispositions de l'article 7, alinéa 4 de la Constitution, qui dit les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute autre fonction publique élective ou une activité professionnelle. Vous avez vu comment les sénateurs SDF ont fait dernièrement. Ils ont demandé l'application de la loi. Il reste un. Fouman Akame, encore président du conseil d'administration d'entreprise. Il faut qu'il choisisse très vite. Donc, le chef de l'État, qui est président du RDPC, le conseil constitutionnel doit nous dire si c'est compatible. Parce que dans le déroulement, dans la praxis quotidienne, vous verrez que depuis Joseph Charles Dumba, paix à son âme, à celui qui est là maintenant, Jean Côté, le secrétaire général du comité central du RDPC occupe toujours le carré réservé au ministre d'État. Il a rang de ministre. Il a rang de ministre d'État. Oui. Lorsque vous observez, lorsque le président sort, il rentre, dans le 20 mai, il vient faire quoi? Lorsque le premier ministre vient donner le programme économique, social et culturel, financier et culturel du Cameroun à l'Assemblée nationale, il vient là. Okay. On n'invite pas le doute et il siège. Voilà les arguments que l'opposition doit prendre là. Je pense qu'il y a deux avocats, au moins pour aller... Oui, allez-y rapidement, maître. On s'achemine vers la fin. Oui, c'est Alain, je vais vraiment abonder dans le sens de Mbombok. Parce qu'en fait, ce qui pose là comme problème rentre dans ce qu'on appelle l'indépendance même de la magistrature. Parce qu'en fait, il y a un problème. Ce qu'il dit sur le plan légal, sur le plan juridico-légal, est d'une pertinence incontestable. Mais est-ce que le Conseil constitutionnel peut avoir l'indépendance et le courage de... Vous faites un procès au Conseil constitutionnel déjà? Non, je ne fais pas un procès au Conseil constitutionnel, mais je fais simplement observer que ce qu'il dit là rentre dans le pilier de ce qu'on appelle la justice, l'indépendance de la justice. Et c'est une préoccupation du bâtonnier Akeremouna. Parce que lorsque vous le lisez sur le projet de société, vous aurez l'occasion de le décrypter. Il fait de la justice, de l'indépendance de la justice et de la justice sociale des vraies préoccupations. Parce qu'en fait, on ne peut jamais faire émerger un pays lorsque la magistrature n'a pas suffisamment d'indépendance, lorsque la magistrature n'a pas suffisamment de courage pour prendre des décisions, pour réguler véritablement la vie en société. Merci, c'est votre mot de la fin. Votre mot de la fin, Thierry Nyopin? Non, je demande simplement au peuple camerounais s'il estime qu'il est plus que jamais temps de changer, de commencer déjà à aller voter le 7 octobre prochain, à défendre surtout ce vote et utiliser davantage les réseaux sociaux pour relayer le maximum possible les informations sorties de ces bureaux de vote. Et je crois qu'au-delà de toute chose, on aura beau accuser leur DPC d'avoir une machine de fraude. Le fait de publier les résultats. Est-ce que en réalité, on l'a vu. La Commission nationale de recensement des votes qui va travailler. On l'a vu du côté de Douala 3e. Il est possible de défendre son vote jusqu'au bout. Là, c'était les municipales et législatives. La présidentielle, c'est autre chose. Amenons les Camerounais à comprendre. Au-delà de la dynamique de la coalition
qui est possible, on l'a dit et on l'a écouté, amenons les Camerounais à comprendre effectivement que leur bulletin de vote compte. Parce que c'est à force de faire comprendre aux Camerounais que le vote ne sert plus à rien, que les Camerounais ont décidé de rester à la maison. Et le jour du vote, ils s'inscrivent, ils ne retirent pas leur carte électorale, ils ne partent pas voter. Heureusement qu'avec cette élection 2018, on a constaté, et les résultats du littoral sont suffisamment clairs là-dessus. Je crois que c'est le représentant de l'ECAM qui l'a dit. On est à 95% de retrait des cartes électorales, ce qui n'était pas possible en 2011. Donc, encourageons cette dynamique, amenons les Camerounais à le faire, et peut-être au soir du 7 octobre, les choses changeront si telle est la volonté du peuple camerounais. Vous êtes convaincu que tous ces gens-là qui vont aller voter vont voter contre Biya? Je n'ai pas dit qu'ils vont voter pour Maurice Kamto, pour le professeur Kamto, pour Maître Akré-Mouna ou pour qui que ce soit. Je dis bien, au regard du bilan, parce que pour l'instant, c'est le président Biya qui est garant d'un bilan. C'est lui qui a un bilan à défendre parce qu'il est quand même le président du Cameroun, c'est lui qui a géré le Cameroun jusque-là, les autres ne l'ont pas encore, les autres on pourrait être jugés sur leur programme, sur leur profil, sur leur carrière, mais pour l'instant c'est le président Biya qui a un bilan. Est-ce que ce bilan est suffisamment reluisant pour mériter une fois de plus la confiance du peuple camerounais, au peuple camerounais d'en juger? Je suis citoyen, je sais d'office qui je vais voter, mais je ne le dirai pas sur un plateau de télévision. Edmond Kamga, votre mot de la fin. Il va pratiquement dans le même sens, c'est que tous les citoyens camerounais qui se sont inscrits sur les listes électorales gardent bien leur carte d'électeur et que le moment venu, qu'ils aillent massivement voter dans le bureau de vote où ils sont inscrits, qu'ils surveillent leur vote, s'assurent qu'à la fin du vote, ils ont les résultats du bureau, de leur propre bureau, et qu'ils essayent d'être solidaires avec les autres électeurs partout dans leur ville ou à travers la République, pour être citoyen jusqu'au bout, pour savoir exactement quelles sont les tendances après la fermeture des bureaux de vote à 18 h, et qu'après, qu'ils sachent que le bulletin qu'ils ont mis dans l'urne, que ce soit un bulletin utile, que le vote soit utile, c'est-à-dire voter pour la personne à travers laquelle vous avez le sentiment qu'en définitive, à travers le projet de société ou à travers la dynamique qui entoure la personne, vous avez le sentiment que probablement à travers cette personne, les promesses annoncées peuvent être réalisées ou alors ont plus de chances d'être réalisées. Comment Bengan? Non, en un mot, moi je ne préfère pas, je suis un bonbon, je montre la voie. Il faut sanctionner ceux qui ont un bilan négatif. Le RDPC nous a montré ce qu'il a pu faire en 36 ans. Ce qui reste à faire pour le développement du pays, il ne peut pas. Et quand on ne peut pas, tout le monde connaît la formule, on laisse. Hollande l'a fait. Je vous ai promis, peuple français, je ne peux pas. Il y a les urnes, on ne laisse pas comme ça, il y a une élection qui a annoncé le 7 octobre. C'est pour ça donc que je dis, comme il n'a pas laissé comme Aïdjo l'a fait, il n'a pas fait comme Hollande l'a fait, qu'on le sanctionne. Qu'on le sanctionne purement et simplement. Moi, je veux absolument qu'on vote pour tout le monde, sauf pour lui. Voilà, merci cher monsieur d'être venu. Bonne soirée. Maître Kaka. Oui, merci Serge Alamotou. J'espère que nous avons essayé d'être à la hauteur de la confiance que vous avez faite en nous conviant à cet échange. Voilà. Et vivement que cela se répète. Merci Thierry Niopé, bonsoir. C'était un plaisir, bonsoir. J'espère retrouver le plateau dans très bientôt. Ok. Edmond Kamga. Bonsoir, merci. Merci monsieur Otou, je salue tous les copanélistes et je souhaite vraiment bon vent à cette émission et surtout que les candidats viennent sur les plateaux, tous les candidats nous disent ce qu'ils proposent aux Camerounais. Voilà, on va recevoir une partie tout à l'heure. Bobo Bengan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être passé. Merci. Madame, monsieur, c'était Equinox ce soir. Rediffusion 23h GMT, il sera minuit, Amphida 4, par Connor. Partout aiment le football. Nous sommes à la fin des championnats et on nous annonce que le prochain championnat risque de commencer dans un mois. Et on ne connaît pas, en Europe, on n'a pas de mercato, des joueurs, des entraîneurs. On ne connaît, il n'y a aucune communication sur ce plan. On ne connaît pas ce qu'un footballeur en Ligue 1 au Cameroun gagne. Ça, c'est de la figuration. Il faut plutôt que les équipes aient des catégories inférieures qui ont leur championnat. Voilà.
Et que ce championnat se joue autant que le championnat des autres. À tel enseigne qu'en quantifiant à la fin d'une année le nombre de matchs que le joueur a eu, que ça corresponde à la quantité qu'il faut pour cette catégorie-là. Horizon Sport, c'est tous les vendredis dès 21h. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir madame, monsieur, bienvenue sur le plateau d'Equinoxois. Eno Abraham Egbel, président du conseil électoral, a donc mis fin au suspense ce jour en rendant publique la liste des 9 appelés à solliciter les suffrages des Camerounais en âge de voter dimanche 7 octobre 2018. Ce sera Paul Biya, Maurice Kamto, Akeremouna, Joshua Nambangi aussi, Adamou Damjoya, Gaga Manadi, Kabla Libi, Serge Espoir Matomba et Franklin Difford pour le 7 octobre 2018. Madame, monsieur, c'est le fait du jour. Ils seront 9 en principe sur les starting blocks le 7 octobre 2018. Pour en parler ce soir, je suis avec Maître Serge Simon Kaka. Bonsoir. Bonsoir César Longotou, bonsoir à tous les copanélistes et surtout bonsoir aux nombreux Camerounais qui suivent ce programme. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Bien entendu. À côté de vous, Mbambok Noui Bengal. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à nos téléspectateurs. Vous êtes journaliste. Journaliste, mais voilà. Lorsqu'on a la charte de Mbombok, c'est au-dessus de toutes les autres. Donc on est Mbombok. Oui. Là, je préfère le mot consultant dans le groupe Equinox. Voilà, consultant Mbombok. Thierry Nyopé, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Retour. Bonsoir également aux téléspectateurs de cette émission Equinox Soir. C'est un plateau assez relevé. J'espère en être à la hauteur. À côté de vous, Edmond Kamgia, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Retour. Voilà, chef service politique, la nouvelle expression, c'est bien cela? Absolument. Je suis très content de me retrouver dans cette émission, ce jour particulier qui arrive, où arrive la liste, n'est-ce pas, des candidats à l'élection présidentielle. Et justement, je reste avec vous. Quels sont les premiers enseignements de la liste des 9? On va les appeler comme ça. Oui, d'abord, je salue tous les téléspectateurs fidèles de cette émission, qui a vraiment pignon dans la rue. Les gens écoutent, suivent cette émission, et je tiens à féliciter toute l'équipe qui, depuis le début, a démarré avec cette émission. Les premiers enseignements sont ceux-ci. Le premier, c'est sur le plan de la légalité. On se rend compte que depuis la convocation du corps électoral par le président de la République, sont respectés. Les délais sont respectés. Okay. Aujourd'hui encore, la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle se fait dans les délais. On note également le souci de ceux qui organisent les élections, notamment de l'ECAM, de jouer la carte de leur propre crédibilité. Et le respect des délais va dans le sens de leur propre crédibilité. Le deuxième enseignement, c'est celui de la réflexion qui a eu cours depuis quelque temps au sein de l'opinion publique nationale et internationale sur le poids politique des candidats déclarés à l'ECAM dans le cadre de cette consultation électorale. Beaucoup prédisaient qu'il y aurait soit une quinzaine, soit une vingtaine de candidats qui seraient déclarés out. Et le tri, le tamis de l'ECAM nous montre qu'en réalité, nous sommes fixés sur les candidatures globales que l'on attendait. C'est-à-dire les principaux candidats qui étaient attendus au regard des candidats déclarés sont là. Les anciens comme les nouveaux. La troisième leçon que l'on pourrait retenir, c'est au niveau de l'âge des candidats. On voit bien que le plus âgé, c'est le candidat sortant, le président
Paul Biya, qui est le candidat du RDPC, le parti au pouvoir, 85 ans. Il y a plusieurs candidats qui ont presque le même âge, qui se situent au niveau de la base minimale, 38 ans, que ce soit Serge Espoir Mantomba de plus, Cabral Libye et M. Ndifo. Donc la bataille va être rude entre les jeunes et les anciens, entre les nouveaux et ceux qui ont été vétérans dans cette compétition depuis au moins l'année 92. Parce que dans cette compétition, on se rend compte qu'il y a, parmi les anciens, il y en a 3. Donc, le tiers des candidats est constitué des vétérans qui étaient là depuis 92. Je vais citer Paul Biya, Garga Amanadi. Mais en réalité, Garga n'était pas candidat, mais il était chef d'état-major du candidat qu'on appelait John Fundi. Il n'y est plus. Comme chef d'état-major de John Fundi, parce que le SDF a un autre candidat qui s'appelle Yoshua aussi. Mais il y a surtout Adamou Ndamdjela, qui revient en force, qui a été pratiquement de toutes les compétitions électorales, sauf celle de l'année 1997, où il avait boycotté le scrutin avec le SDF. Donc, voilà un peu placé le cadre dans lequel on va évoluer entre les jeunes et les vieux, les nouveaux, les anciens, et la bataille des anciens. Maître Kaka, pas de femmes sur un. Comment expliquer ça? Oui, en fait, je pense de mon point de vue que c'est la plus grosse déception au décryptage de cette liste. Je me serais attendu... Mais comme Guy a parlé de la crédibilité du Conseil électoral, et les Kama a joué sa carte, est-ce qu'il fallait absolument mettre une femme pour que l'opinion se fasse une meilleure idée de la chose? Est-ce que les femmes répondaient aux critères? Non, je pense que les choses ont été faussées dès le départ. Hein. Et là, je vais rejoindre l'analyse d'Edmond pour dire que, vous savez, lorsque vous prenez les camarades de structure, il y a la direction générale des élections et il y a bien entendu le conseil électoral. Et lorsque vous lisez les dispositions de la loi de 2012 qui porte le code électoral au Cameroun, on vous définit clairement les missions du conseil électoral. On va vous dire que le conseil électoral veille à la régularité, à l'objectivité, à l'impartialité, à la transparence et la sincérité du scrutin. Et lorsque vous regardez comment les choses se sont passées, on a quand même eu le sentiment, en fait, à la première lecture de la situation, on a l'impression que le conseil électoral a fait son travail dans les règles de l'art. Ma déception vient du fait que je me serais quand même attendu qu'une femme soit candidate. Mais il faut reconnaître que les données étaient déjà faussées dès le départ, avec la candidature de Mme Abiba Issa. Donc l'investiture était quand même sujet à la caution, vous comprenez? Parce qu'avec la décision du ministre de l'administration territoriale qui disait clairement que désormais le porte-parole de l'UPC c'est M. Bapol Ipote, forcément la candidature de Mme Abiba devenait une candidature un peu hypothéquée. Bon, donc sur ce plan, si nous restons sur un plan juridico-légal, ce n'est pas une surprise, mais c'est quand même une déception parce que au sortir de la situation, on se rend compte qu'aucune femme ne va compétir. Alors que le Cameroun est arrivé à un stade où on parle de la parité. Il faut quand même que chaque fois qu'il y a ce genre de compétition, qu'on sente quand même que la gente féminine assume pleinement son rôle. Donc sur ce plan, il y a une déception. Thierry Nyopé, les CAM devaient forcément injecter une femme pour qu'on ne dise pas qu'il y a parité, comme dit Maître Kaka. Il fallait absolument une femme, même si elle ne répond pas aux critères. Non, pas absolument. Je pense même aux jeunes, Serge Matumba, c'est des candidatures sur lesquelles le peuple camerounais font des espoirs pour réaliser son dessein de changement, parce que nous ne l'aurons pas. Ce qui préoccupe les Camerounais aujourd'hui, c'est qu'il y ait changement à l'issue de cette élection. Et je pense que ces vraies candidatures qui ont été retenues sont de nature à donner de l'espoir au peuple. Et naturellement, je suis sûr que si ces candidatures, si ces candidats se mettent dans une logique fusionnelle, dans une, j'allais dire, dans une dynamique unitaire, nous pouvons relever les défis et le peuple camerounais sera satisfait. Thierry Nyopé, Gaga Manadi, Maître Kaka parlait de candidature, Gaga Manadi, on va le dire, il est encore là, une deuxième fois. Comment comprendre sa présence, une fois de plus? Gaga Manadi, Adamou Ndamdjela, pour moi, ce sont des candidatures qui ne devraient pas être... Restons d'abord sur le cas Gaga Manadi. Oui, quelque peu déçu, parce que quand on regarde la carrure du président de l'ADD, quand on regarde son parcours, quand on regarde également le fait
qu'il soit quelqu'un qui a été nommé par le chef de l'État. J'aimerais pas revenir sur sa fonction et aujourd'hui espère le battre à ce jeu. Quand on interroge également les derniers résultats de la présidentielle de 2011, on était fondé de croire qu'avec beaucoup d'humilité, M. Gargaman a dit devait se retirer. Il ne l'a pas fait. On a vu beaucoup d'autres qui avaient fait acte de candidature en 2011 qui sont retirés. Il y avait quand même 23 candidatures lors de la dernière présidentielle. Cette fois-ci, on se retrouve avec 9 candidatures. Nous l'avions souligné ici. Ce sont des candidatures qui étaient attendues. M. Kakak l'a relevé. Ils sont quand même des leaders des formations politiques qui ont investi le paysage médiatique au-delà de l'aspect nouveau qu'est les réseaux sociaux. Ils ont fait le terrain. L'un des regrets, M. Kakak l'a souligné tout à l'heure, c'est la non-participation d'une personne comme Jean-Blaise Gouet qui a effectivement fait le tour de plusieurs plateaux, même à l'Hexagone, en démontrant qu'il était le candidat là que les Camerounais attendaient, celui qui devait apporter la lumière tant espérée aux Camerounais. Mais il est clair qu'il comptait parce que n'ayant pas, effectivement j'arrive, oui. N'ayant pas un conseil, au moins son conseil municipal dans une quelconque mairie, il espérait fusionner avec une des formations politiques. Sur ce plateau, Maître Momo n'avait pas cité son nom, mais des gens comme Maître Momo avaient été abordés, approchés, comme Maître Akremouna l'a fait avec l'FPD. Donc, il espérait avoir une caution d'une des formations politiques, là, par exemple du PADEC, qui, à la dernière minute, a choisi de se rallier au DPC, ne lui permettant pas d'avoir une candidature en bonne et due forme. Donc il a fallu se rabattre justement au niveau des 300 signatures. Est-ce qu'il les a réunis? Je ne pense pas, mais au moins sa caution des 30 millions a été payée parce qu'on a vu la quittance. Le reste, on espère qu'il pourra avoir des arguments parce qu'il a dit dans la presse qui va saisir le Conseil constitutionnel. On espère qu'il aura assez d'arguments pour que sa candidature soit retenue. Bonbon Bengan, sur le cas Adamoun Damdjoya, ce sera la 3e fois? Oui, mais une autre fois malheureuse. Est-ce qu'il n'aurait pas suivi, n'aurait pas été judicieux pour lui de faire comme ni John Frondi, c'est-à-dire passer la main à un jeune? C'est ce qu'on espérait de lui. Déjà, si vous avez vu, j'allais dire la dislocation de son parti, après la désignation de son épouse pour être portée de tête de liste de l'UDC aux législatives, je pense qu'elle termine là la 2e mandature, ça a créé des frictions au sein du parti. Ça a montré que Adamoun Damdjoya, il a fait un peu comme les Français faisaient chez nous, c'est-à-dire ils partent pour mieux rester. Donc cette donnée, ça a fait en sorte que les cadres, pas le moindre, comme les Yimga Moyo, ont eu des ressentiments que, mais attendez, peut-être que le docteur Adamoun Damdjoya a appelé les Camerounais pour l'accompagner, accomplir un destin politique. Et s'il ne peut pas accomplir ce destin politique, personne d'autre ne peut l'accomplir. Voilà comment je lis sa candidature. Donc, pour moi, j'estime que c'est déplorable. C'est déplorable parce qu'il sait lui-même qu'il ne va pas gagner la présidentielle. Et peut-être même qu'il n'aura pas un score favorable. Et regardez même comment il avait fait du Noun son fief et il avait pris tous les arrondissements au niveau des sièges de députés. Depuis, on commence à les mietter. Il n'arrive plus à avoir les 5. Et même les mairies, il n'arrive pas à avoir tous les mairies. Donc, le RDPC est en train de gagner du terrain progressivement. Mais le voit-il comme ça? Je ne pense pas. Donc, pour moi, il n'aurait pas dû. Il aurait pu soit faire comme Jean-Jacques Kindi. Mais est-ce qu'en dernière minute, il va s'allier à cette dynamique qu'on est en train de créer? Ça aussi, j'ai des doutes. Edmond Kamdia, la montée en puissance du MRC avec Maurice Kamto, aujourd'hui, il fait partie des 9. Est-ce que ça présage un bon résultat pour la présidentielle, docteur? Avant d'évoquer le cas du MRC avec Maurice Kamto, je voudrais dire un mot sur l'UDC. Oui. Je ne partage pas l'opinion de Bobok sur l'UDC. Parce que si le candidat Adamoun Damdjoya a un mérite, c'est non seulement celui de la persévérance en politique, mais c'est celui d'une valeur qu'il appelle et que ses militants et que les Camerounais connaissent comme l'éthique en politique. Et en cela, je peux vous dire, mais l'éthique après tant d'échecs.
Est-ce qu'il ne devrait pas penser à autre chose, à passer là? Vous savez, quand on veut faire passer une valeur, il faut être persévérant, il faut être patient. En réalité, si vous observez la scène politique comme moi depuis 30 ans, vous vous rendrez compte qu'il a été, avant Paul Biya, au cœur de l'éthique. Quand Paul Biya parle de la rigueur et la moralisation, Adamou Damdjoua l'avait déjà quand il était au gouvernement, dont le Premier ministre s'appelait Paul Biya. C'est lui qui inscrit l'idée de l'éthique dans l'ancien régime d'Aïdjo. Et il veut, dans l'opposition, perpétuer cette valeur-là qui manque. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, toutes les valeurs ont foutu le camp. On ne peut pas penser et dire que la candidature d'Adamou Damdjoua n'a pas de sens. Et sur l'autre point dont parlait M. Bengal, vous dites que l'UDC a été disloqué. Je ne pense pas. Il y a des gens qui quittent son parti pour aller créer leur parti ailleurs ou ils vont dans d'autres partis. Ce qu'on voit à l'UDC, on peut le voir également dans d'autres formations politiques. On peut le voir au MRC, on peut le voir au SDF. Je ne vais pas revenir dans les détails. Des gens ont quitté le SDF pour créer des formations politiques qui n'ont pas marché. Comme une personne, au moins, a quitté l'UDC pour créer un parti politique dont on ne voit pas comment ça se mobilise, ça se concrétise sur le terrain. Donc, en réalité, c'est un reproche qu'on peut faire à toutes les formations politiques, mais au moins, ne serait-ce que sur les valeurs qu'Adamou Damdjoua veut faire rentrer dans le mœurs au Cameroun, je pense que sa candidature a encore un sens. Et sur la montée du MRC, Maurice Kamto? La montée du MRC... Ça présage quelque chose de... Oui, ça présage quelque chose. Pour 2018, octobre 2018? On le voit sur le terrain, on voit Maurice Kamto sur le terrain depuis plusieurs mois. Dans toutes les parties du pays, dans toutes les régions, dans toutes les localités, il est présent. Et ce n'est pas un secret de polichinelle de dire qu'en dehors des deux grandes formations politiques qui sont connues au pays depuis une vingtaine d'années, je veux parler du SDF et du RDPC, le troisième parti qui monte et qui a fait ses preuves en ayant en très peu de temps un député à l'Assemblée nationale et de nombreux conseillers, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto. On a vu, lors des dernières municipales, ce qui s'est passé à Monatélé. On a vu l'impact, la mobilisation du MRC dans des régions qui hier étaient totalement conquises et qui étaient, j'allais dire, le bastion du RDPC. Et visiblement sur le terrain, lorsque nous observons ce qui se passe, avec ce qu'on a vu... Est-ce que la présidentielle, ce n'est pas une autre réalité? Non. Il y a un exemple que je vais prendre pour illustrer un peu ce que le MRC donne comme frisson au parti au pouvoir. Regardez ce que Kavaï Yegui Djibril vit en ce moment. Ce qu'il a cru superviser, c'est-à-dire des effigies, des documents, des écriteaux, des banderoles du MRC qui ont été brûlés. L'affaire en justice, je ne vais pas commenter. C'est pour vous dire un peu ce que le MRC est capable de faire. L'impact, c'est-à-dire la réaction qu'il donne au parti au pouvoir. Donc il faut s'attendre à ce que le MRC fasse un résultat important lors de ce scrutin. En tout cas, son candidat. Je pense que Maurice Kamto est bien parti pour avoir une très bonne position lors de ce scrutin présidentiel. Akere Tabeng Mouna, lui aussi monte le mouvement Now, mais il a choisi d'être investi par le FDP dans la Damawa. Oui, en fait, c'est une très bonne question. Mais avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même faire observer que, bon, je ne suis pas totalement d'accord avec l'analyse de mon frère Edmond Kamgia, parlant de la montée fulgurante du MRC. Moi, je dois dire, il faut que cela soit... Non, on s'appuie sur le nombre d'années. Création en 2012, élection en 2013. Il y a des partis, qui n'ont pas... Vous avez parlé du candidat Akere Tabeng Mouna. Il y a des partis qui sont nés en 95 qui n'ont toujours pas d'élu. Attendez. C'est des faits. Oui, c'est des faits, je suis d'accord. Mais lorsque vous voyez le travail de fourmi que le bâtonnier Akere Mouna a fait en quelques mois, c'est un travail formidable. Lorsque vous voyez le travail que Kabla Libi a fait depuis un an, c'est un travail formidable. Donc on ne peut pas dire que c'est le MRC qui connaît cette montée fulgurante. Moi, je pense que ce qui est plus réconfortant, c'est un discours que personnellement je ne pousse pas. Je suis de ceux qui pensent que lorsque nous faisons le décryptage du microcosme politique camerounais aujourd'hui, il y a des forces politiques qui se dégagent. Et c'est ça qui est important. Oui. Et c'est justement pour ça... On en arrive à Kabla. Je voulais répondre à votre question. Oui. Pour dire ceci, lorsque vous voyez le travail de Fourmi qui est accompli sur le terrain,
par le bâtonnier Akérémouna en quelques mois, parce que le bâtonnier Akérémouna n'a pas encore un an en politique. Mais le travail qu'il a déjà battu sur le terrain, c'est un travail formidable. Et je suis convaincu que les idées, les valeurs dont il essaie comment dirais-je, dont il essaie d'assurer la promotion, ces valeurs vont triompher. Et parce que c'est de ça qu'il est question. Parce que lorsque le bâtonnier Akérémouna fait de la corruption, la lutte contre la corruption, son principal cheval de bataille. Je me souviens encore il n'y a pas très longtemps, sur la tribune des Nations Unies, lorsqu'il disait que la lutte contre le phénomène de la corruption nous fait perdre plus de 2000 milliards. Et que si aujourd'hui nous réussissons à éradiquer la corruption dans nos mœurs, vous allez voir que nous n'aurons même plus besoin de l'aide publique au développement pour se développer. Donc en fait, voilà quelqu'un qui vient et il s'attaque au problème qui victimise, qui fragilise notre société. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, le Cameroun connaît deux principales gangrènes. La première gangrène, c'est la corruption. La deuxième gangrène, c'est la malgouvernance. Et c'est les principaux chevaux de bataille du bâtonnier Akérémouna. C'est le travail de SAP. Donc c'est pour vous dire que je suis convaincu qu'avec ce travail de SAP qui est accompli par le bâtonnier Akérémouna, avec le travail de SAP qui est accompli par le professeur Kamto, avec le travail de SAP qui est accompli par Cabral Libi, avec le travail de SAP qui est accompli par les jeunes comme les Joshua Ishi, aussi comme les 16 Matomba, je suis convaincu que si toutes ces valeurs sûres, toutes ces forces de l'opposition se mettent ensemble au soir du 7 octobre, quelqu'un sera en retraite. En fait, ça c'est ce que je pense sincèrement. Voilà, Thierry Niopé, de bonnes choses, hein. Tout ce qui est... Les candidats qui ont été retenus, c'est du bon, la bonne crème. Faudrait quand même... Parce que le repos qu'on lui fait, on regarde tout ce qui se passe en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, il y a un renouvellement de la classe politique, ce 7e mandat. Vous avez quand même écouté sur il y a quelques jours. Le cas Ouattara aussi. Voilà, justement, je voulais parler du président Alassane Ouattara. C'était pas le mandat. Qui a souhaité effectivement que à partir de l'année prochaine, qu'il y ait une sorte de renouvellement. Ne suit pas ce que les autres font. En même temps, Paul Biya, le président Paul Biya vous dira qu'il a été appelé par le peuple et il a répondu favorablement à ces multiples et incessants appels. Je ne suis pas militant du RDPC, je n'en ai pas la prétention, je ne souhaiterais même pas l'être. Donc voilà, en réalité, peut-être l'une des raisons qui ont poussé le président Biya, parce qu'il a dit lors de sa sortie, qui a annoncé sa candidature sur Twitter, qu'il accepte les appels. Et voilà, c'est la raison pour laquelle il se présente. Maintenant, est-ce une stratégie, un stratagème déployé par les cadres du RDPC pour faire passer la pilule pour le Biya? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que quand on observe les candidatures qui ont été arrêtées, qui ont été retenues par les Camille, il faut s'en féliciter. Je crois qu'il y a un changement de paradigme. Il y a de nouveaux visages. Il y a quand même des gens à travers lesquels beaucoup de Camerounais peuvent s'identifier. Je vous rappelle quand même que la masse camerounaise est assez jeune. Quand vous regardez Amadou Adamou Damdjoya qui a 76 ans, vous regardez Serge Espoir Matomba qui a 38 ans, Cabral Libi 38 ans, Joshua aussi je crois 49 ans, et ce sont des âges qui s'approchent plus ou moins de ce qu'on voit en France, de ce qu'on voit au Canada et de ce qu'on voit, pourquoi pas, même en Grande-Bretagne. Ce sont des exemples qui méritent d'être encouragés. Je crois quand même qu'à partir de ces candidatures-là, les jeunes vont davantage s'impliquer dans le processus électoral au Cameroun. Ils iront au vote. Il y a près de 6,5 millions d'inscrits sur des listes électorales alors qu'il y en avait moins en 2011. Est-ce que cette masse qui s'est fait inscrire ira effectivement voter? Il faudrait amener les gens à voter et à défendre le vote. Et à partir de là, peut-être que les choses pourraient changer. On n'a pas besoin d'une élection à deux tours pour faire vaciller le candidat du RDPC. Vous avez vu, en 1992, il y a eu une sorte de coalition, une sorte de, pas de candidature unique, mais une véritable force de changement qui a fait quelque peu fait basculer les choses au point où beaucoup se sont amusés à dire que, bon, beaucoup ont dit que Nidjon Fundi avait gagné, d'autres mais l'avenir quand même nous a démontré que c'est le président Biya qui a été investi, donc c'est le président Biya qui avait gagné cette élection. Donc il est possible d'arriver à cela. Ce sont des paradigmes nouveaux. Aujourd'hui, le mode de communication a quelque peu évolué. Les réseaux sociaux
ont pris davantage d'ampleur. On a écouté à peine les candidatures retenues. Maître Kerimona, on a écouté Joshua aussi, on a écouté je crois même le professeur Maurice Kamto, donc même Cabral Libi. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'attendre la télévision comme la radio pour passer un message. Aujourd'hui, le message passe à une vitesse de lumière. Il faudrait justement que chacun se mette à la page. Noebengan Bombok, la présence, on va appeler ça le Big Four, Joshua aussi, Akeremouna, Maurice Kamto et Cabral Libi, voilà. Est-ce que ces quatre, le fait qu'ils soient encore, qu'il n'ait pas encore formé cette coalition, que beaucoup demandent, ne fait pas les affaires du RDPC, du candidat du RDPC? Non, je ne pense pas. Mais je voudrais quand même souligner que Damjo, en désignant son épouse, qui n'est pas Simone Gbagbo, c'est pas de l'éthique en politique. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais, voilà. Moi, je vois 5. Donc, oui. En plus des 4 que vous avez cités, je peux ajouter celle d'Espoir Matoba. Non, je pense que le peuple camerounais est mature. Mature, c'est-à-dire, si vous écoutez le débat, même dans les réseaux sociaux où les gens s'insultent, on vous dit, que propose-t-il? Voilà. Donc, il me semble tout à fait normal que chaque candidat propose d'abord au peuple camerounais ce qu'il pense de l'école, de la santé, de l'économie. Il a parlé tout à l'heure de la corruption et de la bonne gouvernance. Donc, on attend de voir, puisque dans une élection qui n'a pas de tours, il faudrait que les identités propres de chaque parti politique ou alors de chaque candidat soient déclinées, ne serait-ce que dans des grandes orientations. Et c'est sur la base de ces grandes orientations-là que les partis vont s'entendre. Parce qu'il ne faudrait quand même pas qu'on dise au peuple camerounais que mais vraiment l'opposition doit s'unir. Au sein de l'opposition, il y a l'opposition présidentielle. Il y a l'opposition présidentielle et il y a les vrais opposants. Je pense que j'emploie là un peu les termes qu'a développé Maître Kaka tout à l'heure. Il y a des vrais, il faut le dire. Et moi, je ne considère... Qui est vrai? Je ne considère pas Garga Amman, Adamoun Damjoya comme des vrais opposants. Voilà. D'abord, regardez la sortie de Garga Amman le 20 mai. Quel langage a-t-il tenu envers le SDF qui a et le MRC qui a défilé les mains sur la tête, le SDF qui a défilé torse nu? Regardez, écoutez, j'ai pas envie de reprendre les termes de ministre Garga Amman qui a dilué. C'est ça qui fait de lui fait qu'il soit plus un vrai opposant. Effectivement, qui a dilué son passé qu'on pourrait dire glorieux. C'est-à-dire ayant commencé la chasse aux baleines, et ayant constaté que la plus grosse baleine à l'époque, c'était le couple présidentiel de l'époque, on lui empêche de continuer la chasse aux baleines, il quitte du gouvernement, et qui vient maintenant, une vingtaine d'années après, vous dire, mais non, c'est lui, il ne faut pas le faire devant lui, il faut pas... Mais attendez, ça veut dire qu'il s'est déni. Il s'est déni complètement. Donc, les 5 autres doivent, je pense que nous avons encore jusqu'au 5 ou 6 octobre pour que les Camerounais se disent, mais voici ce que le bâtonnier Akere pense, lui qui a dirigé Transparency, voici ce que Maurice Kamto pense, lui qui pense, Cabral Libi, ainsi de suite. Et sur la base de ces grandes orientations, voilà où ils ont entendu. Et je pourrais les ajouter quelque chose. Par exemple, dans la configuration actuelle, je vais attendre, puisque c'est eux qui aspirent à gouverner le pays, que vont-ils proposer? Ont-ils des solutions pour ramener notre Cameroun? Parce que là, on dit oui, le Cameroun est uni, mais là, il est divisé pour le moment. Oui. Est-ce que l'élection aurait lieu dans l'ensemble du territoire? Comment on va y aller? Donc, comment pensent-ils résoudre ce problème? Parce que personne de nous ne veut la partition du Cameroun. Comment vont-ils y arriver? Puisqu'il y aura une bonne portion de la population. D'abord, il y en a, on me parlait de 60 000 qui sont au Nigeria. D'abord, les déplacés internes aussi. On ne sait pas encore combien ils sont. Est-ce que les deux régions vont vraiment voter de manière sereine? Donc, à la base, dans leur développement, ils vont nous dire, et là, je pense que les rapprochements seront faits. C'est pas, et surtout, même s'il n'y en a pas, on peut battre Paul Biya avec ceci. Ça veut dire que les Camerounais doivent d'abord commencer par l'élimination. Pourquoi pas? Quelqu'un vous dit en 2004, priorité des priorités, infrastructures routières. Et il n'y a rien du tout.
Et vous allez demander aux Camerounais que vont comparer. S'il y a des comparaisons à faire, on dit c'est lui qui est là. On a vu ce qu'il a fait. Donc il n'y a rien depuis 2004. Mais vous avez vu les routes quelque part? Vous ne les voyez pas? Mais je vous dis, d'abord, regardez le port qui a changé de nom 3 fois. Port en eau profonde de Kribi devient complexe industriel au portuaire de Kribi. Maintenant, on parle du port autonome de Kribi. Comment cet enfant qui change de date de naissance au bout de cette... Et la route qui doit lier le port de Kribi à la route, 32 km. Le Cameroun n'arrive pas à donner ses 15% de participation pour qu'on commence. L'autoroute qui doit relier les 2 principales villes du pays. On vous dit on est à 40% du taux. Voilà. Rien n'avance. Oui, on n'est pas voilà. Babadjou Bamenda, la BAD nous a donné 115 milliards, apparemment rien. Et le ministre Nganou Djoumessi, quand les ponts, les bus se font, il vous dit il va procéder au ce n'est pas encore la campagne, vous ne critiquez pas encore. Non, on ne critique pas encore les programmes des candidats et des partis politiques. C'est pas le programme. Priorité des priorités, quand il a mis le peuple derrière, il était devant. Ça, je suis encore en 2004, je ne suis pas en 2011. C'est le président Biya qui aime bien à défendre. C'est le président Biya qui aime bien à défendre. Voilà. Oui, Maître Kaka, je voulais juste rebondir au propos de Mbombo Mbengan pour dire que il doit être rassuré. Le Big Five, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, ça veut dire le bâtonnier à Kereta Benmouna, Kamto, Joshua aussi, Kabra Lebi et Serge Espoir Matomba ont les moyens de rassurer les Camerounais et même en évoluant en rang. Non, écoutez. Je dis, ils ont des choses concrètes à proposer aux Camerounais pour atteindre l'objectif du changement. Parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est le changement systémique à l'issue de l'élection du 7 octobre. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, là également vous devez être rassurés, les tractations sont en train d'être faites. Oui. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais je suis sûr que le peuple camerounais... Maurice Kamto a donné rendez-vous au lendemain de la publication. Tout le monde, donc nous attendons demain. Sont sur la même longueur. Non, on ne peut pas parler ça à la marche. Tout le monde est convaincu que la seule façon, le seul stratagème, la seule stratégie qui va, j'allais dire, chambouler toute la machine RDPC, c'est une dynamique unitaire. C'est une coalition, c'est ce que j'ai toujours appelé le Front uni de l'opposition. Et ce Front uni sera établi. Je suis convaincu que tous vont s'entendre et ils auront des choses à proposer aux Camerounais. Ils vont rassurer les Camerounais et les Camerounais vont leur faire confiance. Donc je n'ai pas de doute là-dessus. Maintenant, ce que je voulais dire pour chuter, c'est que parlant de la candidature, des candidatures, des vétérans de la politique, que sont Garga Manadji et Adamou Damjoya, personnellement... Non, Paul Biya, c'est le pouvoir. Moi, je parle de candidats de l'opposition. Parlant de ces 2 candidatures, je ne suis pas... Mais Mbambok a dit tantôt que ce n'étaient pas des vrais opposants. Non, je ne peux pas dire que Damjoya et Garga Manadji ne sont pas des vrais opposants. Je ne peux pas partager cet avis. Mais ce que je peux quand même faire observer, c'est que c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Ils ont essayé de se battre comme ils ont pu, mais ils n'ont pas pu apporter le changement auquel aspire une frange majoritaire des Camerounais. Mais de là à les exclure du champ politique, ce n'est pas suffisant. Moi, je pense que leur présence peut valablement apporter de l'expérience et de l'encadrement au Big Five dont nous avons parlé tout à l'heure. Voilà, retour sur le plateau d'Equinox-Soir, toujours en compagnie des experts pour débriefer l'actualité du jour. Et nos Abraham Egbe, je vous l'ai dit, a sorti la liste des 9 appelés à solliciter les suffrages des Camerounais en âge de voter le 7 octobre 2018. Mais avant cela, je vais commencer avec vous, Thierry Nyopé. Vous avez regardé, comme tout le monde, ce reportage sur la route Lac-Niala-Château-Rail. Quel premier commentaire?
Il faut dire ça, j'en ai autour que la route Logba-Banyala-Yassa est devenue pour moi comme un véritable... en réalité, c'est un combat que j'ai pris sur moi depuis quelques mois parce qu'il est inadmissible que le Cameroun, un pays qui s'apprête à vivre la CAN dans quelques mois, ait de pareilles routes. On a comme l'impression que le ministère de l'urbanisme, c'est de l'habitat, ne fait pas son travail. Il y a même le ministère de la décentralisation qui a été récemment créé. Malheureusement, bon, on peut quand même lui permettre de travailler encore jusque-là, mais il y a quand même au niveau de la ville de Douala, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, il y a même des collectivités territoriales décentralisées, notamment la mairie de Douala, troisième, qui pouvait, ne serait-ce que pour permettre aux automobilistes de circuler, verser la pause lente. C'est ce qui se fait généralement. Malheureusement, rien n'est fait jusqu'ici. On n'arrive pas à comprendre comment... Est-ce que la pluie n'est pas un facteur limitant? C'est jamais tout. J'ai eu peut-être la maladresse de parcourir cet axe pendant quelques temps et le véhicule en a souffert. La pluie n'a rien à voir. À l'époque, avant que la saison pluvieuse ne commence, on entrait dans des trous d'une profondeur d'1,5 mètre. C'est inadmissible dans la capitale économique. La pluie n'a fait que venir remplir ces trous au point où les automobilistes ne savent même plus par où passer. C'est la raison pour laquelle vous avez vu des accidents sur cet axe. Il y a des gens qui ont perdu leur vie parce que, voulant éviter des trous, se retrouvaient parfois face à un camion et le pire a tout fait d'arriver. Il faudrait que ceux qui nous gèrent aient le courage de dire que trop c'est trop. On ne peut pas comprendre où est passé le délégué du gouvernement. À quoi sert le budget de la communauté urbaine de Douala? À quoi sert le budget du ministère de la Ville? Laissons même le ministère des Travaux publics. Prenons le ministère de la Ville. Il s'agit quand même du développement décentralisé. Quelqu'un n'a pas semblé le dire. Ouais. Mais il parle justement d'une déception. On aurait souhaité effectivement avoir une femme pour apporter une touche de féminité à cette élection. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. On l'a vu lors de la dernière élection en 2011 avec... Ce n'était pas la seule femme. D'ailleurs, il y avait une... Oui, il y en avait deux. Oui, il y en avait deux. Malheureusement, les deux n'ont pas été retenus. Je le soulignais d'ailleurs sur ce plateau, je crois il y a près d'une semaine, que des 28 candidatures qui avaient, en fait, des 28 personnes qui avaient fait acte de candidature, il y aurait moins de 10 personnes qui sont retenues. Je crois que l'avenir nous a donné raison. Mais au-delà des leçons que Edmond a souligné tout à l'heure, il y a une autre leçon qu'on n'a pas semblé beaucoup voir depuis que cette liste a été rendue publique. Il faut remarquer effectivement que les personnes qui ont été retenues sont des personnes qui ont au moins un conseil municipal. Les autres, donc les candidatures libres, où il y avait des candidatures libres, et des personnes qui, n'ayant pas de conseil municipal, devraient se battre pour réunir au moins 300 signatures. Et beaucoup d'entre ces personnes n'ont pas réussi à réunir ces candidatures-là. Il y a certains candidats qui ont été quelque peu abordés par mes soins notamment, et beaucoup disent qu'ils vont effectivement, dans les 2 jours que prévoit la loi, saisir le Conseil constitutionnel pour poser leur doléance. On espère simplement qu'une fois de plus, ils seront écoutés, mais tel que nous l'avions souligné au départ, tout était parti pour qu'on ait au moins, pour qu'on ait au trop 10 candidats, ce qui a été fait. Bamba Mbengane, comment comprendre la mise à l'écart du dossier de Mme Abiba? Je pense que le premier élément, le premier argument a été développé par Maître Kakak, c'est-à-dire que le ministre de l'administration territoriale s'est immixé dans le fonctionnement interne d'un parti politique. Mais deuxième argument, c'est que ce parti même a été, j'allais dire, divisé. Le secrétaire général élu... Est-ce que le ministre a donné des instructions, on va le dire comme ça, au conseil électoral? Non, pas au conseil électoral. Pour que la candidature d'Abiba ne puisse pas prospérer? Non, mais il a donné la latitude à l'honorable Bapor de pouvoir écrire une lettre, suivant cette décision-là, pour amener le conseil électoral à disqualifier la candidature de Mme Abiba Issa. Donc je disais que l'autre élément qui s'ajoute au développement fait par Maître Kakak est que le docteur Balegel Nkot, qui a été élu au même moment que Mme Abiba, a choisi de soutenir la candidature du RDPC, du candidat investi par le RDPC. Donc, logiquement, ça a divisé le comité directeur qui dirige ce parti entre les 2 congrès, où eux aussi, donc le secrétaire général Balegel Nkot,
a également disqualifié par des lettres, la saisi les camps pour disqualifier la candidature de sa camarade, le président parti, pour défaut de qualité, dit-il. Donc, et a amené donc la présidente Abiba de l'UPC à désister. Donc en fait, aux dernières nouvelles, c'est elle aurait désisté, mais elle ne l'a pas encore dit elle-même clairement. Elle n'a pas encore rendu public. Donc voilà. Ça va s'arrêter là, il n'y aura pas de recours? Je ne pense pas qu'elle puisse faire des recours parce que elle nous a quand même dit, dans la presse, elle a développé une idée selon laquelle elle travaille pour une dynamique de coalition au sein de l'opposition. Je pense qu'elle a déjà rencontré Joshua aussi, je ne sais pas si Cabral et les autres, mais elle a dit tout sauf Paul Biya. Donc elle va vraiment en porte-à-faux contre le secrétaire général de son parti. Edmond Kambia, 18 rejets, ça fait quand même du travail pour a priori pour le Conseil constitutionnel. Oui, 18 rejets, mais c'était prévisible. Donc il y avait beaucoup de figurants? Oui, il y avait on fait de la figuration? Il y avait vous voulez dire? Oui, en réalité, il y avait beaucoup de figurants, beaucoup de candidatures. Ils savaient que ça n'allait pas aboutir. Oui, prenons le tout premier cas. Le tout premier à s'être désisté, Isaac Feuzeux, qui était candidat, à peine avoir déposé ses dossiers, qu'il l'annonçait, qu'il s'est désisté en faveur de Paul Biya. En réalité, une bonne partie de ces candidats ne sont pas loin d'être proches de la majorité présidentielle. Donc il y avait beaucoup de figurations. Et puis c'est pourquoi je disais dans la deuxième leçon que je retenais, c'est que la plupart des candidats qu'on attendait sont là. Et que ceux qu'on n'attendait pas véritablement ne sont pas là. Donc en réalité, l'opinion publique, nationale comme internationale, n'avait pas le contenu du dossier, mais elle pouvait observer à travers la carrure des personnalités qui avaient déposé leur dossier, qu'il y a de fortes chances que tel ou tel soit candidat ou ne soit pas candidat. Donc, ces rejets-là, c'est compréhensible. Il va sans dire que certains des candidats dont les candidatures ont été rejetées, les dossiers rejetés, vont certainement saisir le Conseil constitutionnel. Et au terme de contentieux qui va suivre avant la publication de la liste définitive des candidats, on saura s'il y a un ou plusieurs candidatures qui vont s'ajouter à ces 9. Rappelez-vous, à l'élection précédente, il y a des gens qui avaient saisi la Cour suprême statuant comme Conseil constitutionnel. Et puis au moins une des candidatures avait été repêchée. Donc il n'est pas impossible que le Conseil constitutionnel saisi donne raison à... Vous parlez de candidature repêchée, il faut aussi prévoir l'hypothèse où on peut... Un parti peut demander qu'une candidature aujourd'hui validée soit invalidée par la suite. Oui, tout est possible. Il y a ce cas de figure. Il y a ce cas de figure également. Il y a ce cas de figure. Et si l'on s'en tient à tout ce que l'on a pu lire dans la presse écrite, voir dans certaines émissions, les débats télévisés ou alors sur les réseaux sociaux, je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais il y a des choses à dire, certainement sur le dossier des candidatures qui ont été retenues. Oui. Donc, il n'est pas impossible qu'on en arrive là. On va éplucher l'un après l'autre. Ouais. Voilà, un certain Franklin Ndifo. Bon, qu'est-ce que ça représente, cette candidature? Quelle lecture vous faites sur ce candidat? J'avoue que c'est quelqu'un que je ne connais pas, je n'ai jamais entendu parler de lui. Bon, mais ce que je vais vous dire, Serge Alain, pour répondre à votre question, c'est que en fait, lorsque vous prenez même la liste des candidatures rejetées... Et parce qu'Edmond disait qu'il y a des gens qui étaient attendus, mais lui, c'est comme si... Lorsque vous prenez quand même la liste des candidatures rejetées, le sentiment général qui se dégage, c'est que très peu de candidats, parmi ceux-là, étaient même connus du grand public. Bon, à part le cas de Mme Abiba dont on a parlé tout à l'heure, et peut-être le cas de Jean-Blaise Guet qui est plus ou moins connu. Pour tous les autres, c'est des listes inconnus du grand public. Et on a même eu l'impression, à un moment donné, que c'était des candidatures, j'allais dire, montées pour des besoins de la cause. Hein, pour ne pas dire à des fins de politique politicienne. Il y a des gens qui ont eu ce sentiment. Et aujourd'hui que le Conseil électoral rejette ces candidatures, cela donne simplement la confirmation que c'était des candidatures de façade. Et comme effectivement le Conseil électoral s'inscrit dans une logique de régularité, dans une logique de transparence, dans une logique, j'allais dire, de sincérité du vote, il a rejeté ces candidatures. Maintenant, comme l'a si bien relevé Edmond Kambia, il y aura certainement des recours. Oui. Mais, objectivement, si ces recours
ne sont pas fondés sur des arguments massus. J'ai la conviction que tous ces recours seront rejetés. Mais personnellement, j'ai quand même des petits remords par rapport à la candidature de Jean Desgouet, qui est quand même quelqu'un qui s'est investi, parce que j'ai vu comment il travaille depuis un bon bout de temps. Il est même passé plusieurs fois sur votre plateau. Il a monté de très bonnes dispositions. Là, on a eu l'impression que le Conseil constitutionnel n'a pas été convaincu par des arguments, pas des éléments qu'il a présentés. On a ajouté sa candidature. Espérons que s'il exerce un recours, le Conseil constitutionnel lui donnera raison par la suite. Est-ce qu'il avait les 300 signatures légalisées? Mais je pense que Jean Blaise... il a un parti politique. Il a un parti politique. Est-ce qu'il est représenté à l'Assemblée? Non. Il a des élus? Non. Donc du point de vue juridique, certainement il y avait des failles. Voilà. Et c'est ces failles que le Conseil électoral a sanctionnées. Maintenant, pour chuter, je pense que ce qui est plus réconfortant pour nous, c'est que les candidats qu'on appelle les candidats de la vraie opposition sont passés. Je pense au bâtonnier Akereta Benmouna, sa candidature est passée comme une lettre à la poste. Je pense au professeur Maurice Kamto, je pense au à Cabral Libi Lingué, je pense à Joshua ici.